de Toulouse Métropole. Et donc, je suis heureuse de vous accueillir pour cette première conférence débat de l'année 2019-2020. Donc, vous rappelez que le Conseil de développement est une instance de la démocratie participative composée de représentants de la société civile, comme on dit, organisés ou non organisés, qui contribuent aux réflexions sur le développement au sens large de la métropole toulousaine, qui produit donc à la fois des avis sur un certain nombre de documents, des réflexions, et qui contribue à l'animation du débat sur les questions touchant au fonctionnement de la métropole et au devenir de la métropole. Je suis donc ravie aujourd'hui d'accueillir donc Pierre Weltz, qui est il dira ce qu'il est, un économiste sociologue, Grand Prix de l'urbanisme en 2017, qui travaille sur l'économie et qui travaille sur les rapports entre l'économie et le ou les territoires, et en particulier sur la place que jouent les métropoles dans ce développement, en s'interrogeant sur les rapports de ces métropoles au reste des territoires. Vous savez qu'on décrit souvent les métropoles comme étant prédatrices, pompant au fond les ressources des autres territoires sans rien leur rendre. On les décrit aussi comme captant les richesses, polarisant l'emploi. Peut-être que la réalité est un peu plus complexe. Le CODEV a travaillé sur ces questions-là, et donc nous avons demandé à Pierre Weltz d'éclairer cette question-là qui intéresse tout le monde, mais de l'éclairer aussi d'un autre point de vue, parce que Pierre Weltz travaille à plusieurs échelles, aussi à l'échelle, on pourrait dire, mondiale, et peut avoir un regard sur le rôle de l'ensemble des métropoles françaises dans leur rapport aussi à la métropole parisienne, qui peut aussi contribuer à éclairer nos débats. Si vous êtes intéressé par les débats du CODEV, eh bien, laissez vos coordonnées. Vous pouvez rentrer dans le club des amis du CODEV. Vous serez informé de nos activités. Vous pouvez aller sur notre site pour voir nos contributions, mais aussi être informé de ces conférences débats qui se tiennent là, et puis d'une série de débats sur des questions d'actualité touchant à la métropole qu'on organise dans des cafés ou dans d'autres lieux de la métropole, à Toulouse, mais également dans les communes qui composent ce territoire métropolitain. Vous dire aussi que pendant la période des élections municipales, le CODEV ne prendra pas position, puisque nous sommes une instance de la démocratie participative, mais composée d'individus, de personnes ayant des points de vue évidemment très différents. C'est ce qui fait sa richesse, et que nous tiendrons évidemment à distance du débat partisan. Pour autant, sur un certain nombre de grandes questions, qui ne sont pas forcément des questions partisanes, nous ne nous interdirons pas d'organiser ici des conférences débats, et vous en serez informés. La règle du jeu de ces moments-là, donc 18h, 20h, en remerciant la médiathèque de nous accueillir ici. Donc 1 heure pour que Pierre développe son propos, et puis 1 heure d'échange et de questions-réponses entre vous et lui. Voilà, je vous souhaite un bon moment d'échange et de discussion. Merci Marie-Christine. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, merci de m'avoir invité dans cette métropole qui, je ne vous l'apprends pas, est la métropole la plus dynamique, considérée comme la métropole la plus dynamique de France, celle qui a la plus forte croissance de population et d'emploi. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de Toulouse, ou très peu, parce que c'est un sujet que vous connaissez quand même beaucoup mieux que moi. Et je vais plutôt essayer de donner un certain nombre d'éléments d'arrière-plan qui permettront peut-être, j'espère, d'enrichir aussi votre réflexion plus spécifiquement toulousaine. Je vais procéder en 2 temps. Une première partie va être assez factuelle. J'ai pas mal de cartes pour traiter un peu, donner des éléments
concret relatif à la question qui vient d'être évoquée. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que les métropoles sont vraiment en train de prendre la totalité de l'activité économique du pays? Je serai centré sur les questions économiques, hein, c'est plutôt ça mon angle d'approche. Ou au contraire, est-ce qu'on peut aller vers une relation plus équilibrée entre les métropoles et le reste du territoire? Moi, vous verrez, j'ai plutôt une approche optimiste de ce sujet qui est fortement débattu. Et d'ailleurs, c'est une approche optimiste un peu de manière générale. Je vais tout de suite faire un peu de publicité pour mon dernier livre qui s'appelle « La France des territoires, défis et promesses ». Alors, c'est un livre qui est sorti en pleine crise des Gilets jaunes et qui est un livre optimiste, hein, sur le territoire français. Dit la France râle, la France proteste, mais aussi la France invente, crée du neuf, et la fameuse opposition qu'on nous resserre en permanence dans les médias, etc., entre une France des métropoles qui irait bien et une France des périphéries qui serait en pleine déconfiture. Je pense que cette opposition-là, elle est quand même beaucoup trop simpliste pour être juste, et j'espère un peu vous en convaincre aujourd'hui. Voilà. Voilà, donc je commence par vous présenter une vraie métropole. C'est juste un petit clin d'œil pour rappeler que ce qu'on appelle métropole en France sont quand même un peu à l'échelle internationale des villes moyennes, et qu'aujourd'hui, ça, c'est la plus grande ville du monde, hein. Tokyo, on a longtemps considéré que Tokyo, avec ses 30 et quelques millions d'habitants, vous savez, c'est très très difficile de savoir comment compter, où on s'arrête. Il y a des grands débats là-dessus, ils ne sont pas très intéressants. Mais aujourd'hui, il est incontestable que cette agglomération de la rivière des Perles, hein, est la plus grande agglomération mondiale. Je l'ai pris aussi cette image parce qu'on est un peu dans l'actualité. Vous voyez, vous avez Hong Kong ici, hein, qui est tout petit, qui fait 7,4 millions d'habitants, qui avait une part très importante dans le produit intérieur dans l'économie chinoise, qui continue à avoir une part importante parce que c'est un point de passage des capitaux, mais c'est énormément réduit. Et vous voyez Shenzhen à côté, qui a été donc une des zones économiques spéciales, la première grande zone économique spéciale mise en place par Deng Xiaoping, qui était un village de pêcheurs il y a 30 ou 40 ans et qui aujourd'hui dépasse Hong Kong. Et d'ailleurs, le gouvernement chinois n'a pas fait mystère du fait qu'il entendait bien faire de Shenzhen la vraie capitale de cette agglomération géante, pour en réalité aussi marginaliser Hong Kong. C'est assez impressionnant, d'autant que l'image qu'on a, que beaucoup d'entre nous ont, je pense que vous avez aussi, c'est de dire, bon, c'est un peu l'atelier du monde. C'est vrai que c'est l'usine, c'est d'une certaine façon une méga-usine, mais c'est beaucoup plus que ça aujourd'hui. C'est un lieu d'innovation majeur et qui commence, je parle de Shenzhen là, hein, qui commence à concurrencer la Silicon Valley pour tout ce qui est d'innovation, en particulier dans le hard. Hein. C'est là, c'est la quincaillerie aussi du hard mondial. Il y a une capacité de sortir des produits nouveaux en électronique, en informatique, etc., qui est absolument incroyable. Bon, alors je ne vais pas vous parler de Shenzhen pendant toute la conférence, ni du reste. Vous voyez que c'est 60 millions d'habitants. 60 millions d'habitants, ça vous rappelle, c'est un peu plus même, ça vous rappelle quelque chose, c'est la France. Hein. Et donc c'est la France, voilà. Hein. D'accord ? Alors, ceci dit, moi je suis venu en RER, pas en RER. Non, mais le lapsus est intéressant parce que c'est un peu le RER maintenant, le TGV. Hein. D'ailleurs, Michel Serres disait le RER, le TGV, le RER de la France. Moi, je suis venu de Paris par Montparnasse en 4 heures, ici à Toulouse, en 2 heures à Bordeaux. Hein. C'est à peu près, je pense qu'il faut plus de temps pour aller de Hong Kong à Canton que ça. Et bon, pour 66 millions d'habitants et puis un PIB qui est à peu près du même ordre, là, il va être très rapidement supérieur à celui de la France. Hein. Je préfère vivre en France, personnellement, mais bon, ça, c'est une question de goût. Hein.
Alors, j'enchaîne un peu sur la Chine parce que vous voyez que suite à une recommandation de McKinsey, qui, comme vous savez, un consultant très proche du gouvernement chinois, hein, et ils ont décidé de réorganiser toute la Chine urbaine en supercluster. Vous voyez les tailles en nombre d'habitants. Par exemple, attendez, le plus important, c'est en nombre d'habitants, c'est celui qui a autour de Shanghai. Celui autour de Pékin est pas mal non plus. À chaque fois, c'est un peu des petites France, quoi, plus ou moins grosses. Voilà. Alors l'idée, elle est assez simple, c'est de dire les villes sont maintenant engorgées. Hein, les niveaux de pollution deviennent insupportables. Donc, il faut organiser ça sous forme de clusters, c'est-à-dire qu'on va relier différentes villes, mais alors c'est des villes plutôt millionnaires ou multimillionnaires, par des réseaux de TGV exactement sur le modèle français. Alors, il ne parle jamais du modèle français, mais moi, je fais le lien. Et d'ailleurs, une de mes thèses favorites, que je ne vais pas développer aujourd'hui, c'est de dire, au fond, si on regarde les choses vraiment à l'échelle, à la grande échelle, quoi, hein, qu'on sort un peu de notre vision locale, eh bien, on peut considérer que la France, aujourd'hui, fonctionne un peu comme une métropole distribuées avec des activités qui sont réparties en fait entre le hub parisien et puis d'autres territoires. Les échanges entre ces métropoles, l'effet TGV est considérable, hein, je ne vous l'apprends pas. Enfin, à Toulouse peut-être un peu moins qu'ailleurs, mais on a aujourd'hui cette espèce de constellation urbaine, et je pense qu'on pourrait, c'est plus qu'une métaphore simplement, de pouvoir dire que la France, de certaine façon, fonctionne comme une métropole distribuée. Bon, je ne développerai pas ça, mais je le signale comme ça un peu en apéritif. Alors, l'autre image que je voulais vous montrer, c'est le monde aujourd'hui, c'est des grands pôles comme ça, hein, comme ceux qu'on vient de voir. Et puis, c'est aussi des réseaux. Hein. Et d'ailleurs, si on pousse un petit peu la métaphore, elle n'est pas tout à fait juste. On pourrait dire il y a un consultant indo-américain, enfin voilà, très à la mode là, qui a dit on passe des nations au nœud. Hein, voilà. Bon, moi-même, j'avais écrit un bouquin il y a déjà 20 ans qui s'appelait L'économie d'archipel. C'est cette idée qu'au fond, on avait un monde qui était organisé autour des nations. Aujourd'hui, on a un monde qui est organisé autour des grandes régions urbaines et en réseau, les unes avec les autres. Donc les réseaux, c'est l'autre, la connectivité, en fait. Hein. Pour prendre un mot un peu barbare, c'est quand même la grande nouveauté. Hein. Plus que la robotisation, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, même que peut-être l'intelligence artificielle, ce qui est vraiment nouveau dans le monde, c'est cette connectivité qui est à la fois informationnelle, mais pas seulement. Hein. Vous savez qu'il y a aussi ces très grands projets d'infrastructure, les nouvelles routes de la soie. Vous avez une activité absolument frénétique aujourd'hui de pose de câbles sous-marins pour faire circuler de l'Internet autour de la planète, avec cette nouveauté qu'aujourd'hui, ce sont les GAFA eux-mêmes qui sont propriétaires des câbles qui posent, ils sont plus simplement locataires. Donc on a une espèce de maillage, hein, et ça c'est évidemment le terrain sur lequel prospèrent les fameuses GAFA. Et j'ai mis cette image d'un moine tibétain qui s'appelle Monsieur Otzer, voilà, dans le quartier monastère, et qui est un grand fan d'Amazon et qui fait livrer beaucoup de choses par Amazon. Bon, c'est juste un petit clin d'œil. Et donc j'arrive à ma première partie qui est quelques éléments un peu généraux sur la métropolisation en revenant à une échelle qui nous est plus familière. Mais quand même, je redis quelques mots mais je l'ai déjà dit l'essentiel, sur le fait que la métropolisation, c'est un phénomène qui est aujourd'hui global à l'échelle mondiale et qui est très fortement corrélé à la globalisation économique. Et donc, je reviendrai là-dessus dans la suite, le fait que la globalisation économique aujourd'hui est quand même en question. Est-ce que ça remet aussi en question la métropolisation? On pourra en discuter, y compris dans la partie de la discussion.
Bon, vous avez, ça c'est l'image du monde selon l'ONU, hein, avec les nations, et d'ailleurs les statistiques internationales sont bâties à partir de ça. Hein. Vous avez les échanges entre tous ces petits pays ou grands pays et les autres, vous avez des matrices comme ça d'échanges, mais qu'est-ce que ça représente vraiment au fond? La vraie image du monde, elle est plutôt celle-là. Vous voyez, ça c'est les taux de croissance démographique, avec une formidable poussée en Asie et puis en Afrique. L'urbanisation en Afrique est moins forte que ce qu'on dit souvent. Enfin, ça, c'est un sujet de débat en soi. Vous voyez que l'Europe, là-dedans, et les États-Unis et l'Amérique du Nord, on a des croissances beaucoup plus faibles. Et puis, c'est surtout une répartition. Alors, la carte est ancienne, hein, mais peu importe, c'est l'image qui compte. C'est pas le. Regardez pas les chiffres eux-mêmes, hein, parce que ça a beaucoup changé. En particulier, il manque un peu la Chine. Qui a pris une place beaucoup plus importante. Mais en fait, le monde économique aujourd'hui, avec tous les bémols qu'il faut mettre évidemment sur des mesures comme le PIB. Hein. Vous savez que le PIB, ça mesure les échanges marchands, donc toute l'autoproduction, tout ce qui n'est pas directement marchand n'est pas mesuré. Donc, et puis c'est mesures extrêmement biaisées. Hein. Donc on sait bien que le PIB, le produit intérieur brut, ça ne représente pas de manière correcte l'économie réelle, mais quand même ça donne une indication. Le monde aujourd'hui, le monde économique, le monde financier encore plus, le monde technologique encore plus, c'est un certain nombre de métropoles en Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et le nouveau bassin asiatique en évolution. Voilà. Ça représente ça, une part considérable. Je dois voir quelques chiffres. Alors oui, ça c'est juste aussi au passage, c'est des gens qui se sont amusés. Alors je ne sais pas comment ils ont fait exactement pour les chiffres pour l'an 1600, mais enfin bon, ils ont fait des calculs. On calcule le centre de gravité du monde. Vous voyez que en fait, on passe d'une situation où la Chine et l'Inde étaient les principales puissances économiques mondiales, parce qu'en gros, la productivité était à peu près la même partout, et donc c'était proportionnel à la population. Et puis on a ce grand transfert vers l'Atlantique. Voilà, 1950, vous voyez, on a le centre de gravité du monde économique. Il est du côté de... Je n'arrive pas à me servir de ce truc-là. Il est au milieu, il est du côté de l'Islande, là, si je regarde bien. Voilà. Et puis ça repart à toute vitesse vers l'Est. Bon, c'est juste une chose un peu imagée. Voilà, ça c'est des chiffres qui circulent, ils valent ce qu'ils valent, hein, c'est-à-dire probablement pas grand-chose, mais c'est les ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête. C'est que si on prend on le mesure notamment par la lumière nocturne. Vous savez, une des façons de mesurer les choses, c'est qu'on établit des relations, des corrélations entre le niveau de lumière nocturne qu'on voit par satellite et puis l'activité économique. Bon, on cale les modèles, il y a des gens qui s'amusent à faire ça. Et on arrive à des résultats comme ça. C'est-à-dire, si on prend les 10 premières régions urbaines du monde, en région urbaine, c'est par exemple celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Hein. C'est Tokyo, Yokohama, Kyoto, Osaka. C'est une seule. Si vous avez eu la chance de prendre le Shinkansen un jour, vous avez vu que c'est l'agglomération continue. Bon, si on prend, c'est ça les grandes régions urbaines du monde. Bon, ça représente 6% de la population mondiale, c'est 43% du PIB, je répète, avec tous les bémols qu'il faut mettre sur la notion de PIB, et puis c'est 60 à 80% de la production de technologie, quelle que soit la façon dont on la mesure. Et ce n'est pas seulement les mégapoles. Hein. McKinsey a une espèce de filiale un peu think tank, où ils produisent des choses souvent d'ailleurs intéressantes. Un peu orientée évidemment, mais intéressante. Et ils ont une base de données sur les 600 premières villes mondiales qui tiennent à jour, qui n'est pas méthodologiquement pas simple. Et ça représente un quart de la population mondiale, ça représente à peu près la moitié du produit économique mondial. Donc voilà. Alors, ça, je vous montre ça, c'est un graphique important parce que vous avez le PIB par tête, c'est-à-dire le produit par tête, hein, on peut appeler ça aussi la productivité, si vous voulez, d'une certaine façon. Et puis, en abscisse, vous avez je ne gêne pas devant l'écran, non, pour toi, oui. Mais
vous avez la part de population urbaine. Hein. Et vous voyez, c'est un nuage quand même assez bien orienté. Donc, pour les économistes, disons 80%, 90% des économistes qui travaillent sur ces sujets-là, il y a une corrélation forte. On considère qu'il y a une corrélation forte entre l'urbanisation et l'évolution du produit par tête. Hein, donc, disons, la richesse du pays. Ce qui fait que, par exemple, la Banque mondiale, qui a pendant très longtemps prêché plutôt le maintien des zones rurales, le freinage des croissances métropolitaines, hein, avec l'idée que ces villes dans le tiers-monde étaient des monstres ingérables, puis des bouillons de culture où allaient se développer toutes sortes de choses néfastes et inquiétantes. Eh bien, ils ont fait un virage sur l'aile, et comme beaucoup d'institutions internationales, disons à la fin, dans la Banque mondiale, c'est 2009, clairement, ils ont changé de leur position en disant non, l'urbanisation, sur la base du graphique que vous avez vu tout à l'heure, de ce genre de graphique, hein, un peu plus sophistiqué, l'urbanisation est bénéfique, et donc il faut au contraire encourager la croissance des villes. La Chine a joué cette carte-là, et le développement évidemment de l'économie chinoise, qui a quand même sorti une part importante de la population de la pauvreté, il ne faut pas jamais oublier ça, hein. Pas tous, mais enfin beaucoup, a été complètement lié, et volontairement, à là aussi un retournement de politique en disant on va favoriser les villes. Et même il y a quelques années, on a eu un nouveau plan consistant à organiser une migration encore plus importante des campagnes vers les villes. Avec le problème, vous connaissez peut-être, des permis, des autorisations de séjour dans les villes, puisque une grande partie de ces gens qui ont bâti la Chine, vous voyez ça dans un très beau film qui passe de temps en temps, une grande partie de ces gens qui ont bâti la Chine d'aujourd'hui n'ont pas le droit de résidence, sont des travailleurs saisonniers, beaucoup plus exploités que nos travailleurs des plateformes. Et par exemple, ils n'ont pas droit à l'école pour leurs enfants, ils n'ont pas droit aux services sociaux, etc. Donc voilà. Bon, je fais une petite incidente. Je ne vais pas parler énormément de sujets d'écologie, bien qu'aujourd'hui, je pense que c'est des sujets qui sont, vous le voyez bien autour de vous, qui deviennent des sujets qui sont remontés très très fortement dans l'agenda, pas seulement des politiques, mais de la société de manière générale, hein, avec en particulier la jeune génération qui considère, qui se sent concernée, peut-être plus que nous, et qui considère que c'est aujourd'hui le sujet majeur à traiter. On pourrait en parler très très longuement. Je résumais les choses sur quelques éléments importants sur un slide. Est-ce que cette urbanisation qui est censée être bénéfique pour le développement économique, comme j'ai dit tout à l'heure, et qui d'une certaine façon l'est, hein, incontestablement, en tout cas en Chine, ça a marché d'une certaine façon. On peut penser ce qu'on veut des villes chinoises, mais bon, beaucoup de gens sont sortis de la misère avec ça. Donc, est-ce que l'urbanisation accroît les émissions de gaz à effet de serre ? La réponse est incontestablement oui en Asie et en Afrique. Pourquoi ? Parce qu'elle transforme les modes de vie. Et que quand les gens quittent leur village, ou au passage, quand même, ils brûlaient le bois disponible dans ce qui reste des forêts alentours, qui n'est pas forcément top. Mais quand ils passent, évidemment, dans un appartement, dans une de ces mégapoles, eh bien, leur consommation d'énergie augmente considérablement et ils sont sur une piste de rattrapage de notre consommation énergétique à nous, en tout cas la consommation énergétique marchande. Donc, la transformation des modes de vie, vous voyez, il y a encore en Chine 2 fois plus d'énergie commerciale, entre guillemets, par tête dans les villes que dans les campagnes. Chez nous, c'est évidemment la même chose, hein. Voire un peu plus dans les campagnes parce que les gens sont amenés à se déplacer davantage et que le point suivant, c'est que dans nos pays développés, où l'urbanisation est relativement lente, hein, mais par exemple la croissance des métropoles au détriment des territoires périphériques n'augmente pas, c'est un peu à la louche ce que je dis, mais n'augmente pas les émissions de gaz à effet de serre. Parce que,
pour une raison simple, c'est que toutes les études montrent que les villes sont plus économes en énergie que les campagnes. Quand on regroupe les investissements, quand on regroupe les bâtiments, quand on crée de la densité, évidemment, on a une consommation énergétique par tête inférieure. Je me souviens d'un article que j'avais découpé il y a peut-être une vingtaine d'années qui disait Manhattan est, avec Hong Kong d'ailleurs, à des très hautes densités, l'endroit le plus écologique, le plus vert des États-Unis, même quand il n'y a que du béton. Hein. Il n'y a pas que du béton à Manhattan, mais il y a quand même beaucoup de béton et d'acier. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que la question d'écologie dans les villes et dans la croissance des villes est secondaire. Ce n'est pas la même chose. Hein. C'est-à-dire que le fait que les métropoles se développent n'augmente pas le problème, mais ça veut dire que c'est les métropoles qui, parce que c'est là qu'il y a les activités, les habitants, la consommation, qui deviennent quand même le sujet numéro un pour réduire les factures énergétiques, diminuer les émissions de gaz à effet de serre pour le réchauffement climatique. Un dernier point, c'est que chez nous, l'industrie maintenant est relativement propre, à la fois en termes de pollution, en termes de gaz à effet de serre, sauf quand même, on a des industries lourdes qui sont responsables d'une très très grande partie du problème, qui s'appelle le ciment, l'acier, l'aluminium. Et ça, on continue à en avoir, et là, le problème n'est pas franchement résolu. Mais quand vous regardez la répartition de la dépense énergétique, en Chine, aujourd'hui, elle est essentiellement elle vient de l'industrie. Au passage, ça veut dire que quand on fait nos calculs à nous sur comment ça se passe dans notre périmètre français ou toulousain ou tarbais, je ne sais pas, on oublie qu'il y a un peu de gaz à effet de serre et de pétrole dans les produits qu'on importe. Hein. Et quand on importe beaucoup de produits de Chine, évidemment, on importe aussi ces émissions. Ça, c'est assez peu étudié. Vous voyez, on a souvent cette critique de la globalisation en disant que c'est lamentable de transporter des produits aussi loin faire venir des produits d'aussi loin avec des bateaux, des porte-conteneurs, etc. En réalité, le problème n'est pas là du tout. Parce que les porte-conteneurs, ils bouffent pratiquement rien en termes de... C'est rapporté à l'unité, mais c'est tellement gros, il y a des effets d'échelle qui sont tels que le coût en gaz à effet de serre, le coût énergétique ramené au t-shirt ou au portable, etc., est très très faible. Il y a des problèmes de pollution autres avec les grands bateaux, mais ce n'est pas ce problème-là. Par contre, le problème, c'est qu'on importe de l'énergie carbonée incorporée dans les produits. Après, vous avez le pays champion du monde de l'hypocrisie qui montre ça à l'extrême, c'est la Norvège, qui est extrêmement propre à l'intérieur, mais qui est un des principaux pollueurs de la planète, puisque, comme vous savez, sa richesse vient du pétrole qui revend au reste du monde. Alors, depuis les années 80, incontestablement, ça c'est au fond, un peu le fond du débat qu'on a aujourd'hui et dans beaucoup de pays, qui n'est pas du tout spécifique à la France, c'est ce que disait Marie-Christine tout à l'heure, les métropoles se développent hein, à toutes les échelles, les grandes, les moyennes, et elles apparaissent de plus en plus un peu comme prédatrices par rapport au reste du pays parce qu'il y a des inégalités qui ont tendance à s'accroître. Alors si vous prenez les États-Unis, par exemple, c'est très spectaculaire. Entre les villes de la côte est, de la côte ouest, et puis un certain nombre de villes de l'intérieur comme Denver ou Atlanta, etc. Et le reste du pays, il y a le divorce, vraiment l'éventail, l'inégalité, c'est considérablement ouverte. Hein, considérablement ouverte. Et ça explique en partie, ça coïncide parfaitement d'ailleurs avec la carte des votes Trump ou pas. Hein. Bon. En Grande-Bretagne, pareil. C'est-à-dire le Brexit, dans une certaine façon, c'est un refus de l'Europe, mais c'est aussi un refus de Londres. Parce que Londres a vraiment, alors là, je pourrais vous donner les chiffres, mais je ne veux pas être trop long, a eu une croissance qui était véritablement quand même beaucoup, beaucoup plus forte que le reste du pays et considérée un peu comme prédatrice. Il y a vraiment une coupure aujourd'hui en Angleterre, ça c'est visuel, hein, si vous y allez, entre le sud-est, qui est le très grand Londres, hein, et même les Midlands,
encore que des villes comme Manchester, par exemple, arrivent à avoir aujourd'hui un certain développement, grâce notamment à l'université. Enfin, il y a des efforts qui sont faits. Et là, c'est aussi la carte du Brexit. Un point que je voudrais souligner, c'est qu'en France, on a eu une certaine ouverture de ces inégalités territoriales, mais beaucoup plus faible, beaucoup plus faible que dans les pays anglo-saxons ou alors dans les pays émergents. Voilà. Pour différentes raisons. L'une des raisons principales étant que nous avons un État social développé qui, comme Laurent Davzy, je ne sais pas si vous connaissez un peu les travaux de Laurent Davzy, un économiste du territoire, a montré, en fait, il y a une forme de redistribution, voilà, qui est d'ailleurs normale, mais qui est relativement massive, en ce sens qu'il y a beaucoup de recettes qui viennent dans les territoires, en fait, qui ne sont pas gagnées directement dans les territoires, mais qui sont par la redistribution, notamment celle de l'État social. Laurent avait calculé, par exemple, que si les Ardennes, ça ne va pas très bien, je ne sais pas si vous connaissez, ça n'est pas terrible du point de vue économique, mais les transferts qui sont faits au niveau national au bénéfice d'un département comme les Ardennes, par les allocations diverses, eh bien, c'est tout à fait considérable. Même chose pour toutes nos zones en grande difficulté. Donc, quand on regarde les chiffres, vraiment, on n'a pas du tout le même niveau d'écart. Alors, je pourrais développer, mais voilà, par exemple, il y a un livre qui a beaucoup été commenté aux États-Unis qui s'appelle The New Geography of Jobs. Mais en fait, vous prenez... Alors, on ne va pas rentrer dans les détails parce que je suis déjà beaucoup trop long. Mais la divergence est spectaculaire, quoi. Ça, c'est le niveau, le pourcentage de diplômés post-bac, graduates, on appelle ça aux États-Unis, des gens qui vont au-delà du lycée. C'est un indicateur très important, ça. Il signifie beaucoup de choses. En moyenne, en 70 et en 2000. En 70, les écarts étaient faible autour de la moyenne. Il y avait une moyenne nationale, il y avait certaines villes qui avaient plus de diplômés, d'autres un peu moins, mais on était quelque chose, quand même un pays relativement homogène. Aujourd'hui, c'est absolument plus le cas. Là, vous avez les métropoles, vous voyez celle de la Silicon Valley qui se détache, celle de la côte Est aussi, et il n'y a pas là-dessus les villes de l'intérieur, qu'on verrait à quel point elles sont aujourd'hui très en dessous. Ça, on n'a pas du tout ça en France. Parce que si vous regardez, j'ai regardé moi les taux de scolarisation post-bac dans les différents territoires français, ils sont loin d'être aussi... la divergence n'est pas du tout aussi forte. Évidemment, il y a une concentration des cadres très forte à Paris, il y a une concentration des cadres très forte à Toulouse, etc. Mais les écarts sont loin d'être aussi forts qu'aux États-Unis. Bon, ce n'est pas forcément une consolation, mais il faut quand même le dire. Alors, deuxième chose, en France, on a eu vraiment deux périodes très différentes de ce point de vue-là. La première période, des années 90, c'est le moment où la globalisation et les échanges internationaux sont en train d'exploser. Et ça coïncide là vraiment avec une polarisation extrêmement forte sur la région parisienne. Je me souviens qu'on faisait des cartes dans les années 90 avec des géographes. On avait l'impression que la France allait être en gros comme l'Espagne, où tout est concentré sur Madrid, Barcelone, et puis un peu la côte sud et ouest, et est, pardon. Il n'y a pas beaucoup de côte ouest en Espagne. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. On a eu cette très forte concentration en création d'emplois. Le solde de création d'emplois était massivement en faveur de la région parisienne. Mais la région parisienne est une région qui a des grosses difficultés, parce que la vie est pénible, le logement a commencé à être très très cher et les jeunes ont commencé à partir assez massivement après l'âge du premier emploi. Et les métropoles de province, à ce moment-là, se sont sérieusement réveillées avec des trajectoires assez différentes. Et on a donc cette deuxième période, après 2000,
où on a surtout les métropoles régionales, et le U de la croissance, je vais y revenir tout de suite, et moi j'appelle ça une forme de métropolisation distribuée, hein, c'est-à-dire qu'au fond, Paris reste évidemment un cran au-dessus, je dirais, en termes de taille, mais en termes de type de croissance, c'est plutôt atone, alors que, évidemment, les métropoles qui se sont mis à croître très fort, c'est la vôtre en particulier. Et vous voyez, là, je vais y revenir dans un instant. Ça, c'est deux cartes que j'aime bien d'Hervé Lebras. Vous voyez, c'est la population. Hein. 90-99, on a vraiment le creusement très très fort on commence à parler de désertification, là, vous voyez, toute la zone du Massif central et puis jusqu'aux Ardennes, là, ce qu'on appelait à la Datar élégamment la diagonale du vide. Hein. Vous voyez que déjà, au début des années 2000, c'est au passage le moment où la Datar et l'aménagement du territoire commencent à parler de désertification. Par exemple, le ministère Pasqua, à ce moment-là, il parle beaucoup de désertification des campagnes. En fait, le mouvement qui se produit, c'est le mouvement inverse. C'est-à-dire qu'il y a au contraire une forme de reconquête des campagnes qui a grosso modo duré. Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand vous avez, par exemple, c'est des taux de croissance. Hein, donc, quand vous avez du rouge ici très fort sur les Alpes, ça veut dire que c'est une région qui ne se dépeuple pas, mais en volume de population concernée, ce n'est pas énorme, parce que c'est des densités très faibles. C'est toujours compliqué avec les cartes, ça. Voilà. Et ça, c'est la carte de l'emploi, donc plus récente, 2014. Je pense que si on prenait 2000, je ne sais pas quelle est la plus récente qu'on a, enfin ça c'est la plus récente que j'ai trouvée. Vous voyez que quelque part, c'est sur l'emploi total, eh bien vous voyez que on voit très bien plusieurs choses. Le basculement d'abord vers les côtes. Hein. Les Alpes qui continuent à s'en tirer très très bien, y compris des endroits un peu où il n'y a vraiment pas grand monde, mais où il y a de la création d'emplois. Hein, Draguignan, des endroits comme ça, voilà. Les métropoles, mais avec des grands halos autour. Hein, voilà. Et puis le fameux U dont j'ai parlé, c'est ça. Hein. Mais on va le voir mieux sur d'autres cartes. Voilà, même chose, présentée de manière un peu différente. Donc vous voyez, les villes aujourd'hui, sur la période, ça c'est la croissance 2009-2014. Donc c'est après la crise, hein, ça c'est important. Je rappelle, la crise c'est 2008-2009, donc c'est après la crise. Hein, il y a un boom très fort des villes. Alors par ordre, c'est Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lyon en volume, un peu moins en taux de croissance, et Montpellier. Voilà. Et bon, la même chose, là c'était l'emploi total. L'emploi total n'est pas complètement significatif parce que dans l'emploi total, vous avez les emplois de fonctionnaires, etc., qui lisent beaucoup, parce que là, ils ne sont pas touchés par les crises. Et donc, ça lise beaucoup les statistiques. Par contre, si vous regardez l'emploi salarié, alors ça, c'est des cartes de Laurent Davzy. J'aurais dû le mettre, hein, je croyais l'avoir mis. Donc, c'est des cartes de Laurent Davzy. Ben, vous avez la même chose avec toujours Toulouse, Bordeaux. Voilà. Là, c'est les aires urbaines. On ne va pas rentrer dans des définitions statistiques. Voilà. Vous retrouvez le U de la croissance. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la croissance de l'emploi, ça c'est sur une période plus récente, ça s'est tiré d'une étude que Laurent a faite pour la région Occitanie, qu'il a présentée il y a quelques mois, et qui m'a envoyé avant-hier. On voit que c'est des communes, hein, quand on regarde aujourd'hui où se crée de l'emploi. Alors attention, où se crée de l'emploi, petite parenthèse, où le solde est positif. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier, pardon d'être un peu technique, c'est un peu compliqué, mais c'est très important. Il se crée de l'emploi partout et il s'en détruit partout, et tous les jours. Il y a énormément d'emplois qui sont créés, notamment dans les services, d'autres qui sont détruits, etc. Donc quand on parle de création, là c'est des créations nettes, c'est des soldes. C'est au bout d'un an. Voilà ce qui reste. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs, ils ne se sont pas créés des emplois, mais il y en a plus qui ont été supprimés que qui ont été créés. Et donc, quand on regarde un certain nombre de catégories d'emplois,
j'arrive pas bien à lire parce que je n'ai pas les bonnes lunettes, mais vous pouvez lire, hein, c'est des emplois, disons, tertiaires qualifiés autour de l'informatique, de l'ingénierie, etc. Eh bien, vous voyez que la concentration, elle est spectaculaire dans un petit nombre de communes. Dans un petit nombre de communes. Alors ça, c'est les derniers chiffres de Laurent Davzy. Alors, quand on lui dit la métropolisation aujourd'hui, il y a les territoires non métropolitains qui vont bien, il dit oui, d'accord, je vais y revenir après, mais enfin, c'est quand même les métropoles qui continuent à tirer l'essentiel de la croissance d'emploi, et souvent sur un petit nombre de communes. Vous voyez que Toulouse, marqué en étoile, il y a même Blagnac, eh bien, est présent dans cette liste. Hein. Voilà. De manière importante. Alors, mais, c'est là qu'il faut faire tout de suite le mais, on n'est pas pour autant, je l'ai dit, on n'est pas dans la même situation qu'aux États-Unis ni qu'en Grande-Bretagne, parce que même s'il y a une forme de concentration de l'emploi sur les métropoles, il y a beaucoup d'autres territoires qui tirent leur épingle du jeu. Et ça, je crois quand même qu'il faut le redire, le marteler, parce que c'est absolument contraire à ce que vous racontent les journalistes parisiens qui sortent jamais du périphérique et qui pensent que, à part les endroits où ils vont en TGV en faisant l'aller-retour dans la demi-journée, ils pensent que le reste de la France est dans un état d'abandon. C'est absolument pas vrai. Il y a eu dans le monde je crois dans un des mondes de la semaine dernière, vous avez peut-être vu enfin un article qui disait il y a des territoires dits ruraux, des territoires des villes moyennes qui tirent très bien leur épingle du jeu. Un exemple qu'on prend souvent, c'est Figeac, avec la mécanique vallée. Alors c'est un peu largement tiré par l'aéronautique toulousaine, mais pas uniquement. Pas uniquement. Il y a d'autres activités d'ailleurs. Hein. Oui. L'aéronautique, on va dire. Hein, mais il y a aussi d'autres activités qui vont plutôt bien. Vous retrouvez des territoires comme la Vendée, qui a connu des crises mais qui s'en sort, des territoires comme la vallée de l'Arve avec le décolletage qui a des crises mais qui s'en sort à chaque fois. Et aujourd'hui, la situation en France, c'est une sonnette d'alarme énorme tirée par tout le monde industriel qui n'arrive plus à recruter parce qu'il y a un déséquilibre aujourd'hui. Les gens refusent carnet de commandes. Ils refusent des commandes parce qu'ils n'arrivent plus à trouver du monde. Et là, je ne parle pas de Paris, de Toulouse, je parle de petites villes un peu partout en France. Donc ça, je crois quand même qu'il faut le redire. Voilà. Et donc, les territoires peu denses, en fait, ils sont dans une situation économique et une situation démographique qui est extrêmement variable en France. Hein. Vous avez cette grande quand même, diagonale de crise dont on parlait tout à l'heure, le nord et l'est. C'est sûr que c'est des régions, il y a des régions là, je parlais des Ardennes tout à l'heure, qui n'ont pas beaucoup d'atouts, on va dire aujourd'hui. Mais en dehors de ça, la France est un patchwork. Hein, c'est très étonnant. Vous avez des villes moyennes qui vont bien, puis à 30 km ou à 20 km, parfois 10 km, vous avez une autre ville moyenne qui ne va pas bien, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, si on sait pourquoi, en général, il n'y a pas d'explication économique. Les explications, elles sont sociopolitiques ou culturelles 9 fois sur 10. Hein. C'est-à-dire, ce n'est pas un hasard si les territoires que je vous ai cités tout à l'heure, la Vendée, Figeac, je ne connais pas suffisamment pour me prononcer, mais je pense quand même qu'il y a une gouvernance locale qui a pris les choses en main de manière très forte. Les gens de la vallée de l'Arve qui ont l'habitude de travailler de manière collective, etc. Tous ces territoires-là, c'est finalement ce qui fait le développement. On le voit très très bien. C'est ce que certains appellent d'un mot que j'aime pas beaucoup, le capital social. C'est la capacité de se regrouper et de créer des projets. Moi, j'ai beaucoup travaillé ces dernières années dans le bassin minier du Pas-de-Calais. C'est un endroit politiquement extrêmement sensible, comme vous le savez. Et c'est fascinant de voir que ce territoire a énormément d'atouts. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de création d'emplois. Et, alors, ce n'est pas des emplois très qualifiés, c'est souvent de la logistique, des choses comme ça, mais ils ont du mal à recruter et surtout, ils ont du mal à développer. Pourquoi ? Parce que les collectivités locales ne travaillent pas ensemble. Il y a encore l'héritage de ce qu'était la mine dans le temps, c'est-à-dire chacun autour de son puits de mine. Et donc il y a une atomisation du territoire incroyable. C'est des agglomérations qui font 600 000 habitants, hein. C'est très gros. Vous prenez la grande agglomération de Lens, Béthune, Bruay ou autour de Valenciennes, c'est des très gros morceaux démographiques. Et le blocage, il est fondamentalement culturel. Des territoires qui ont perdu confiance en eux, où il y a
où la gouvernance politique a été désastreuse pendant des années, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a une espèce de pourrissement sur place, le terme n'est pas trop fort d'ailleurs, d'une partie de la gauche traditionnelle, qui a fait que aujourd'hui, le Front National prend la place qu'il y avait à prendre. Voilà. Et malheureusement, la vérité oblige à dire, moi j'ai discuté avec des gens récemment, que certains de ces élus sont plus actifs aujourd'hui que ne l'étaient les anciens. Voilà. Alors, vous voyez, ça c'est un zoom de la carte de Davzi tout à l'heure, ramené sur l'ouest. Vous voyez qu'il n'y a pas que Rennes qui marche, et Nantes. Il y a tout un tas de petites villes. La ville championne dont on parle toujours, c'est Vitré, le fief de M. de Méhaignerie, qui a effectivement développé des politiques très, très actives dans beaucoup de domaines. Et Vitré, aujourd'hui, est une ville qui marche très, très bien, comme beaucoup d'autres petites villes en France qui prospèrent. Donc ça, il faut le dire. Les inégalités territoriales, contrairement à cette vulgate de la France coupée en deux, que moi j'éteins mon poste de radio chaque fois que j'entends ça maintenant, parce que c'est trop facile de dire ça, et c'est désespérant en plus pour les gens qui sont soi-disant dans les périphéries. On leur dit vous êtes perdus, tout se passe dans les métropoles. C'est juste pas vrai. Les inégalités, elles sont aujourd'hui de plus en plus locales. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, si on prend la moyenne du revenu, par exemple, sur l'ensemble des zones métropolitaines en France, et la moyenne du revenu sur l'ensemble des zones non métropolitaines, supposées être les fameuses périphéries, eh bien, c'est la même. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a plutôt un avantage aux zones non métropolitaines, parce que la vie est plus chère dans les métropoles. Après, évidemment, vous me direz, ça ne veut rien dire, parce que c'est extrêmement différent. C'est vrai, c'est extrêmement différent, mais quand même. Dans la France des Trente Glorieuses, quand on a commencé à développer le grand mouvement, en fait, où les activités de fabrication sont sorties de Paris, les ouvriers ont été virés de Paris pour des raisons en partie politiques. On a refait les usines genre Moulinex et tout ça, vous voyez, avec des femmes dans tout le bassin. Ça a été le grand mouvement de la France des Trente Glorieuses. En Normandie, ailleurs, c'est pas trop descendu dans le Midi, parce qu'ici, c'était une autre dynamique. Enfin, il y avait la dynamique autour de l'aéronautique ici, à Bordeaux. C'est des dynamiques différentes, plutôt avec des industries d'État. Bien, ce mouvement-là, il s'est enclenché parce que en 1960, 70 encore, le revenu moyen, les salaires moyens, plus exactement, payés en Normandie, à quelques heures de route de Paris, étaient 30-40% inférieurs à ceux qu'on payait à Paris. Il y avait des différences énormes de revenus entre les différentes régions. Ça, c'est absolument terminé. Les inégalités aujourd'hui, elles sont de plus en plus à un niveau local. C'est-à-dire qu'il faut prendre une loupe, un zoom pour les voir vraiment. Et elles sont en particulier essentiellement dans les grandes villes. Là, vous ne voyez rien, hein. Eh ben, c'est Toulouse. Il y a un petit avion là quelque part en bas. Je ne connais pas suffisamment le territoire. Là, ça doit être. Alors, je vous conseille d'aller sur ce site. Moi, j'ai découvert ça. Vous allez, c'est géoportail de l'INSEE. Ah, mais parce que j'ai avancé, je suis avancé, non? Ah non, c'est ça, Toulouse. Oui, pardon. Et Paris. Merci. Alors, c'est un truc qui s'appelle le géoportail de l'INSEE. C'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être chercheur. Et c'est très facile à utiliser. C'est un truc nouveau. L'INSEE, maintenant, fait un carroyage du territoire national avec une maille d'1 kilomètre ou même moins, je crois. Là, c'est des mailles un peu supérieures. Et ils vous mettent un certain nombre d'indicateurs. Par exemple, là, c'est l'indicateur, c'est le revenu moyen. C'est fascinant. Si vous aimez les cartes, moi, je pourrais passer des heures J'ai d'ailleurs passé des heures à bidouiller sur ce truc-là. Et vous voyez des patterns comme ça, tout à fait différents. Là, vous avez quoi? Donc là, c'est Paris. Donc vous avez Paris-Centre, Paris-Ouest ici. Vous avez Roissy ici. Vous voyez le trou noir de la Seine-Saint-Denis. Ça, c'est la plus grande inégalité de France de loin. C'est là que vous avez le regroupement de populations pauvres de loin le plus important. Alors, il y a des bons esprits qui vous disent « oui, mais ce n'est pas grave parce que c'est des gens très pauvres qui arrivent et puis ils repartent ».
c'est des sas. Non, mais c'est des sas. Et ensuite, c'est pas tout à fait faux par rapport aux gens qui sont parfois en impasse dans des petites villes des Vosges, vous voyez, où bon, il n'y a pas tellement d'entrées, mais il n'y a pas beaucoup de sorties non plus. Là, il y a beaucoup d'entrées, il y a aussi des sorties, mais quand même, on ne peut pas considérer que c'est des phénomènes secondaires. Et je peux vous dire que pour travailler beaucoup sur la région Île-de-France, moi, le souci numéro un, je pense que j'aurais en termes de planification urbaine, c'est l'augmentation permanente, continue et de plus en plus dramatique des inégalités dans ces grandes métropoles et d'abord en Île-de-France. Il n'y a aucun mécanisme régulateur, absolument aucun. La gouvernance francilienne ne s'attaque absolument pas à ce problème-là. Et bon, ça nous a déjà en partie sauté à la figure, mais ça va revenir. Hein. Ne vous faites pas d'illusions. Aujourd'hui, on a les gilets jaunes. Bientôt, on aura les banlieues. Ça, j'en suis absolument convaincu. C'est inévitable au train où on va. On est dans l'américanisation là, de la ville. Vous allez dans un endroit comme Stein ou ailleurs, enfin, bon, il y a un problème, quoi. Donc on arrête de dire que c'est les métropoles contre la périphérie. Voilà. Alors après, l'autre image, c'est Toulouse. Alors c'est à une échelle un peu plus grande, vous voyez. Bon, on voit la concentration, un peu de richesse sur le centre-ville. On voit des zones pas très loin du centre-ville qui sont un peu, voilà, ça, hein. Bon, vous regarderez, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Enfin, c'est très intéressant. Et puis, vous avez ça. Et ça c'est Vaucluse, c'est le Vaucluse autour d'Apt. Bon, j'ai une maison là-bas, c'est pour ça que j'ai regardé. Et c'est très typique de ce que sont aujourd'hui beaucoup de territoires français. C'est-à-dire que derrière ça, vous avez des villages, vous avez des petites villes, et qui sont extraordinairement différents. Extraordinairement différents. Entre le bleu foncé et le rouge, le rapport il est de 1 à 2 en revenus. Et là, vous n'avez pas les revenus des gens des résidences secondaires. Et ça, c'est assez caractéristique du tissu français. C'est-à-dire, c'est pas du tout un tissu homogène. Les inégalités, aujourd'hui, elles sont locales. Elles sont locales dans les grandes villes. Et d'ailleurs, beaucoup de gens pensent que si on veut lutter efficacement contre les inégalités, il faut d'abord s'intéresser aux inégalités locales. J'étais très frappé, moi j'appelle ça l'effet Scorsese, parce que j'ai écouté il y a quelque temps sur une belle interview de Martin Scorsese sur le site, je crois, de la Cinémathèque. Et il expliquait la chose suivante, il disait « Mais moi, ce qui m'a sauvé, ce qui a fait que je ne suis pas devenu le petit voyou que j'étais destiné à devenir compte tenu de mon lieu de naissance, que je décris dans Mean Streets ou dans mes films après, c'est que j'ai changé, j'ai parcouru 6 blocs. Vous connaissez Manhattan, j'ai parcouru 6 blocs. Ces 6 blocs m'ont changé la vie. Je suis allé du côté de Washington Square, Greenwich Village, et là j'ai rencontré un autre monde. Et il y a aujourd'hui une politique aux États-Unis qui consiste à simplement déplacer les gens dans les écoles, c'est-à-dire à prendre les gens qui considèrent que c'est l'élément le plus efficace pour lutter contre les inégalités et la pauvreté, c'est de prendre les gamins dans un endroit et de les mettre à l'école ailleurs. Bon, après, on peut en discuter, mais tout ça pour dire, arrêtons de penser que les inégalités sont à très grande échelle, sont aujourd'hui à petite échelle. Bon, la croissance des mobilités, je ne vais pas trop en parler, vous connaissez, ça c'est ce qui a changé la vie des gens. Hein. Moi, j'ai la formule que j'aime bien, c'est celle de Jean Viard, qui dit « On est passé d'un monde à 5 km ». Moi, c'est le monde que j'ai connu dans mon enfance. J'étais dans un petit bourg du plateau lorrain, et on vivait à 5 km. On allait rarement, on allait de temps en temps à Strasbourg ou à Metz, mais quand il fallait. Tout se passait dans sa rayon de 5 km. Aujourd'hui, ça n'existe plus nulle part, et tout le monde vit à 30 km. Le problème, c'est que vivre à 30 km, quand vous êtes dans des pavillons, des lotissements où il n'y a pas de services et qui sont mal desservis, eh bien, ça coûte beaucoup d'essence, etc. Et comme on a un urbanisme qui est, de ce point de vue-là, catastrophique, parce qu'il a laissé faire, justement, cette myriade de lotissements dans des endroits qui n'étaient pas équipés pour, eh bien, on se retrouve avec un certain nombre de difficultés que vous connaissez. Bon, il y a aussi le grand décalage entre l'air réel de vie des gens et puis le système politique, mais ça, Marie-Christine vous en parlera mieux que moi, et puis je pense que c'est un sujet que vous connaissez. Là aussi, il y a une formule de Jean Viard que j'aime bien, il parle de la démocratie du sommeil, il dit on vote là où on dort, mais on ne vote pas là où on vit, où on travaille, etc. Bon.
C'est vrai aussi à Paris-Centre, par exemple. Paris-Centre, c'est les Parisiens qui votent, mais pas Paris tous les jours. Il y a plus de gens qui viennent de l'extérieur que de Parisiens, pas seulement les touristes, mais les gens qui viennent travailler. Ces gens-là n'ont rien à dire sur la politique parisienne. Donc c'est pas réservé au village. Voilà. L'enjeu, c'est de retrouver un chemin partagé entre les métropoles et les autres territoires. Je pense que aujourd'hui, les bases pour ça existent. C'est un message un peu, quand je dis que je suis optimiste, je pense qu'il faut sortir de ce discours sur la métropole, au fond, locomotive, la métropole qui irrigue le reste du territoire. Quand, par exemple, on constate que dans la métropole du Grand Lyon, M. Collomb a beaucoup aimé cette métaphore de la Lyon comme locomotive des autres territoires. Vous avez 27% des gens qui travaillent dans le Grand Lyon, dans le périmètre du Grand Lyon, vous savez, aujourd'hui, qui est le même à peu près que celui du département du Rhône. Eh bien, ces 27% de gens, on peut regarder de deux façons. On peut dire, eh ben, c'est Lyon qui donne du travail à 27% de personnes qui sont en dehors du Grand Lyon. Et donc Lyon, la ville de Lyon, dans sa immense générosité, redistribue sur les territoires avoisinants, où on peut dire c'est 27% de gens qui, eux, habitent et qui viennent créer de la valeur sur le territoire de Lyon, donc qui nourrissent Lyon. Donc il faut arrêter ce discours de la métropole comme locomotive. Qu'est-ce que ça veut dire l'exemple de Lyon? Ça veut dire que juste la métropole n'est pas à la bonne taille. Elle est très grande, mais en réalité, elle ne correspond pas à la réalité du bassin d'emploi. Les 27% de personnes, Davzil, encore je cite beaucoup mon ami Laurent Davzil, a fait le calcul que ça représente la masse salariale d'un département comme la Haute-Savoie. Donc vous voyez, ce n'est pas secondaire. Donc voilà, il y a toutes ces migrations, ces liens entre les gens qui habitent à l'extérieur, qui travaillent à l'intérieur, qui viennent consommer. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui des liens qu'on pourrait développer plus organiques, plus structurels. Premièrement, dans le domaine de l'économie, il y a, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a une véritable renaissance aujourd'hui, les gens ne s'en rendent pas compte, mais il y a une véritable renaissance de l'industrie. Ce n'est plus la vieille industrie. Vous, évidemment, c'est particulier parce que les choses sont tellement dominées ici par l'aéronautique, mais dans beaucoup de territoires, vous avez aujourd'hui des nouvelles industries qui apparaissent. Là aussi, on a un solde très négatif de l'emploi industriel en France, mais même au pire moment, juste après la crise, il a continué à se créer des emplois industriels en France, mais ce n'étaient pas les mêmes. Et aujourd'hui, ils s'en créent plus qu'ils ne s'en détruisent, globalement. Mais surtout, ce n'est pas les mêmes. C'est des emplois de plus en plus qualifiés. C'est des emplois souvent de techniciens supérieurs qui supposent une bonne maîtrise de l'écrit, une bonne maîtrise de l'informatique, etc. Et ne correspondent pas toujours à la réalité des bassins du travail locaux. Et qui ont besoin de services, quoi. Les services sont dans les métropoles et les jeunes qualifiés aussi. Et là, je pense qu'on pourrait créer des types nouveaux de liens entre les métropoles et ces industries qui sont disséminées aujourd'hui plutôt dans les territoires, dans les petites villes et les villes moyennes. Il y a un sujet sur lequel je milite moi actuellement, c'est la question de rapprocher la French Fab et la French Tech. Ça ne vous dit rien probablement, mais comme en France on aime les sigles, les machins, les labels, on a créé il y a tout un tas d'efforts de politique publique qui sont menés pour favoriser le redéveloppement de l'industrie manufacturière, sa modernisation, l'industrie 4.0, les territoires d'industrie, c'est la dernière nouveauté qui a été inventée, etc. Donc il y a beaucoup de politiques publiques qui sont pour favoriser. Et puis par ailleurs, vous avez la French Tech. Ça, c'est M. Macron qui va à Las Vegas avec les jeunes parisiens ou toulousains, là, qui sont les geeks pointus en informatique. Ce sont deux mondes aujourd'hui qui s'ignorent. Et vous avez cette situation que vous avez dans les métropoles, à commencer par Paris, des tas de jeunes fraîchement diplômés de l'enseignement supérieur, très brillants, avec un esprit d'entreprise formidable. Ils sont impressionnants, ces jeunes, et qui vous créent des start-up, mais qui n'ont pas de sujet, ils n'ont pas de problème à résoudre. Donc, quand vous faites... Il y a cet énorme incubateur qui a été créé par...
comment il s'appelle le patron d'Iliade, là, hein, qui est à Vignelles, à la gare d'Austerlitz, là. Moi, j'ai regardé sur quoi ils travaillent, ces startups. Bon, il y a quelques trucs intéressants, mais franchement, il y a beaucoup de sujets qui sont quand même assez frivoles, quoi. On est toujours dans le... Il y a un post célèbre sur l'Internet, dans la Silicon Valley, qui a été publié il y a un certain nombre d'années, qui disait, mais au fond, tous ces jeunes qui font des startups, ils essayent essentiellement de développer des services que leur maman ne fait plus pour eux, quoi. Du genre la nourriture, vous voyez, se faire livrer des pizzas plus vite, de manière connectée, je ne sais pas quoi, la blanchisserie, enfin, ouais. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas... Ces gens n'ont aucune connexion avec le monde des usines, hein, qui sont, parce que sont souvent un peu en périphérie aujourd'hui de l'agglomération, voire dans des bleds ruraux où quand même personne, hein, aucun Parisien normalement constitué sortant des grandes écoles n'aurait envie d'aller. Et du coup, on a d'un côté des gens qui ont des problèmes et qui n'ont pas la main-d'œuvre et qui ont des problèmes magnifiques à résoudre, hein, des problèmes de matériaux, des problèmes d'informatique, savent pas comment, les PME ne savent pas comment informatiser. Et elles ne trouvent pas sur place les gens. Et puis vous avez de l'autre côté des gens qui ont des idées mais qui n'ont pas de problème à résoudre. Donc si on pouvait, moi je milite pour qu'on rapproche la French Fab et la French Tech, pour qu'on arrête de dire il y a les modernes et les traditionnels, mais c'est très difficile, hein, parce que les images comptent énormément. Et que, pour revenir à ce sujet de l'industrie qui m'est cher, le drame français numéro un, c'est qu'on a dévalorisé ces métiers-là, hein. En Allemagne, c'est des métiers très valorisés. Bon, c'est une banalité ce que je dis, c'est souvent redit, mais c'est la réalité. Et donc, dans l'esprit des jeunes, c'est tu n'as pas été capable de faire des études supérieures, tu n'as pas été admis en BTS commerce ou je ne sais pas quoi, et donc tu vas aller dans l'industrie. C'est juste le monde à l'envers, hein. Parce que l'industrie a besoin, pardon s'il y a des commerçants parmi vous, mais a aujourd'hui besoin de compétences plus pointues, avec souvent des métiers beaucoup plus intéressants que ceux qu'on trouve dans le tertiaire. Bon, mais ça, c'est un des grands mots français. Je pense que beaucoup de gens en sont conscients. La volonté du gouvernement aujourd'hui, de Muriel Pénicaud en particulier, de rebooster l'apprentissage va dans ce sens-là, mais il faut que ça soit sur l'ensemble du spectre. Voilà, donc je pense qu'il y a des complémentarités économiques qui seraient très intéressantes. Il y a évidemment la complémentarité écologique. L'idée que les métropoles, ça c'est la vieille définition de l'INSEE, l'idée que les métropoles c'est du bâti, c'est une idée un peu moyenâgeuse, pardon, hein, c'est-à-dire pourquoi donner autant d'importance à la continuité du bâti, à la morphologie. La réalité de la métropole, vous savez bien, aujourd'hui, elle est dans les modes de vie, elle diffuse bien au-delà, pas seulement dans les périphéries immédiates, mais bon, certains disent que la France est totalement métropolitaine au point de vue des modes de vie. C'est vrai que les modes de vie aujourd'hui, même dans les petites villes, sont assez proches de ceux qu'on a, les modes de consommation, etc., sont assez proches de ceux qu'on a dans les grandes villes. Et donc, il faut aujourd'hui considérer que la métropole, elle englobe. Moi, je suis pour des... Alors, pas sur le plan institutionnel, parce qu'on a déjà beaucoup donné ces dernières années avec des réformes à répétition, et que donc, arrêtons peut-être les réformes législatives, mais comprenons que la métropole, c'est aujourd'hui aussi, et en particulier si on regarde les sujets écologiques, si vous regardez l'eau, si vous regardez l'air, la pollution de l'air, bon, on a une politique de la pollution de l'air sur Paris Intramuros. Excusez-moi, la pollution de l'air, elle n'est pas limitée à Paris Intramuros, elle est sur l'ensemble de l'Île-de-France et souvent bien au-delà. Le nuage de pollution atmosphérique, les oxydes d'azote, etc., il peut aller jusqu'à Amiens, voire au-delà. On récupère des particules qui viennent de la Ruhr. Il faut qu'on réfléchisse à des échelles plus larges. Quand on a posé la question du Grand Paris, un certain nombre de gens, moi je milite pour le Grand Paris à l'échelle de la région francilienne, un certain nombre de gens, dont certains à l'Élysée, ont dit mais ça n'a pas de sens parce que pourquoi mettre toutes ces zones rurales dans la métropole? Je dis parce qu'elles en font partie. Parce que où on va mettre les éoliennes? On voit bien, elles sont en Beauce, n'importe comment, mais elles sont en Beauce. Comment on va gérer l'eau? Comment on va gérer tous les services écologiques? Eh bien là, comment est-ce qu'on va préserver les terres agricoles aujourd'hui, l'agriculture?
Elle fait partie du système métropolitain. Donc, il faut utiliser, à mon avis, cette complémentarité écologique pour expliquer que pour avoir une vision, comme je dis, plus ouverte, plus fluide du territoire français, qu'on arrête de se mettre chacun dans sa petite case, les villes moyennes, les métropoles. En fait, on a un territoire extraordinairement interconnecté, interrelié, avec toutes sortes d'échelles qui sont pertinentes. Et si on n'arrive pas à réfléchir à ces échelles larges, eh bien, on est, à mon avis, à côté des sujets. Et là, il y a des possibilités de développement très, très importantes. Le résidentiel, évidemment, c'est un peu plus compliqué parce que quand vous voulez PME aujourd'hui, moi j'ai des exemples en tête, qui est justement dans une ville moyenne et qui dit moi je voudrais recruter des jeunes ingénieurs, mais je n'y arrive pas parce qu'ils ne veulent pas habiter ici et parce que, surtout d'ailleurs, parce que le conjoint va jamais trouver de boulot. Alors que le conjoint trouve du boulot dans une aire métropolitaine, c'est une des principales logiques de la poussée métropolitaine. C'est beaucoup plus facile de trouver du boulot pour 2 ou 3 que ajouter les familles recomposées, etc. Tout ça aussi, ça va dans le sens métropolitain. Évidemment, dans une petite ville, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, il y a des villes maintenant qui commencent à dire faut faire peut-être comme pour les médecins, où il faut peut-être envisager des formes de résidence partagées, c'est-à-dire que tout à fait possible qu'un jeune ingénieur ou une jeune ingénieuse aille travailler dans une petite ville et partage sa vie avec la métropole voisine. Bon, je pense que ça, c'est des modèles qui vont se développer, qui sont aujourd'hui, je pense, assez en phase avec la façon dont vivent les jeunes, qui ne sont pas du tout en phase avec la façon dont on gère, par exemple, la question du logement, avec la poussée vers la propriété du logement, des choses comme ça. Donc là aussi, je pense qu'on peut inventer des modes résidentiels. Et moi je connais quand même, alors tout ça, vous allez me dire, est assez impressionniste, mais il y a quand même, je pense aujourd'hui, le phénomène qu'on a vu à Paris, c'est-à-dire les jeunes qui disent « mais nous, on ne veut plus faire notre vie à Paris parce que le rapport qualité-coût de la vie est tellement plus favorable à Nantes, à Rennes, à Toulouse, à Bordeaux ». Il se pourrait qu'on l'ait peut-être à partir pour les jeunes aussi de ces grandes métropoles qui vont se dire peut-être que habiter pas seulement le lotissement, mais carrément un peu plus loin sur un réseau ferré bien desservi, tout en travaillant à Toulouse ou en temps partagé, peut-être qu'on va avoir aussi ce phénomène-là. Donc en résumé, moi je suis extrêmement optimiste sur l'avenir d'un petit territoire comme la France, avec tous les atouts absolument formidables qu'on a, à condition qu'on se prenne en main et qu'on arrête de pleurer, quoi. Voilà, ça c'est peut-être ma conclusion. Alors, il est quelle heure ? Il est 7 heures. Alors, je vais conclure. Je suis à la moitié de mon exposé. Mais ce n'est pas grave. Non, je vais prendre quelques minutes de plus, mais juste pour vous... parce qu'en fait, je savais que j'avais débordé largement. Ma deuxième partie, c'était d'être un peu plus... non, mais ça va aller très très vite. On va sauter ça. Je voudrais juste attirer votre attention sur 2-3 points qui sont en train de changer l'économie des métropoles, et l'économie d'ailleurs de manière générale, et que moi j'appelle par opposition à cet affreux mot de post-industriel. Vous avez expliqué que l'industrie c'était du passé. Moi, je pense qu'on est dans une société hyper industrielle. Bon, on n'a pas le temps d'expliquer. 1 ou 2 points. Premièrement, la bonne vieille distinction que vous avez appris à l'école, ou qu'on vous apprend encore, entre le manufacturier et les services, oubliez-la. Elle a de moins en moins de sens. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que les chaînes de valeur, c'est-à-dire la façon dont les activités se combinent les unes avec les autres, sont aujourd'hui complètement imbriquées de services. Et dans le manufacturier, vous avez énormément de services, achetés, intégrés, etc. Donc c'est vraiment une combinaison. Et surtout deuxièmement, on sort de ce monde, surtout dans nos pays développés, je ne dirais pas forcément la même chose en Inde ou en Chine, où l'économie est orientée vers la consommation massive d'objets. La consommation massive d'objets, on voit bien qu'on arrive à une certaine forme de saturation, en particulier les biens d'équipement,
durables ou semi-durables, et que les industriels manufacturiers ont compris ça et ont compris que leur seul avenir, c'était dans un modèle de service. Le cas de la mobilité est le plus facile peut-être à comprendre. Avant, vous aviez l'industrie automobile qui vous vend des bagnoles, et puis vous aviez les autres modes, chacun concurrent. Aujourd'hui, l'idée, c'est que vous, métropolitain ou pas d'ailleurs, vous avez une demande de mobilité, vous pouvez vous rendre commodément tous les jours ou de manière plus ou moins exceptionnelle du point A au point B, et ce que vous voulez, c'est en face une offre de service qui corresponde à ce que vous attendez. Et que la propriété de l'objet dans lequel vous vous déplacez devient secondaire. Que dans les grandes villes, d'ailleurs, pour des raisons évidentes, je ne sais pas quel est le taux de motorisation des ménages à Toulouse, mais à Paris, maintenant, Paris intramuros, il est extrêmement faible. Les jeunes n'ont évidemment plus de voitures. Et je pense qu'on va arriver assez vite à une situation, j'ai vu une métaphore récemment qui m'a amusé, on disait, il y a un siècle, c'était, ou peut-être un peu plus, c'était assez normal pour quelqu'un d'avoir son cheval. Ça va devenir aussi farfelu d'avoir sa voiture, je pense, que d'avoir son cheval. Parce que la mobilité va devenir un service, et en plus un service évidemment intermodal. Donc les boîtes de transport sont conscientes de ça. C'était des métiers qui étaient orientés infrastructure, objet. Maintenant, c'est des métiers qui deviennent des métiers de service. Alors, ça a des gros avantages, et ça va changer beaucoup les métropoles, là, parce que ce que je dis sur la mobilité est vrai aussi, d'une certaine façon, pour l'habitat. Vous voyez bien le remplacement des bureaux par des tiers-lieux, tout ça. Et le service va devenir l'activité principale des industriels. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas marié avec des objets. Vous avez un portable entre les mains. Là, c'est un objet manufacturé, hautement sophistiqué, fabriqué en Chine probablement, mais qui rapporte surtout de l'argent aux États-Unis. Mais ce qui est intéressant, c'est le service. Est-ce que les GAFA, c'est du service ou du manufacturier? C'est des gros manufacturiers, parce que je peux vous dire que c'est tout sauf immatériel, mais c'est fondamentalement une orientation de type serviciel. Alors ça existe dans le monde, ces modèles serviciels, ils existent dans le monde industriel depuis longtemps, et en particulier dans l'aéronautique, puisque vous savez par exemple que les réacteurs, ils ne sont pas achetés par les compagnies, ils restent propriété des Rolls-Royce ou autres General Motors ou Safran, et ils sont vendus à l'heure de vol. Pas exactement quelles sont les formes. Même l'atterrissage, les pneus qui sont faits pour les avions à l'atterrissage, eh bien, ils sont facturés au nombre d'atterrissages réussis de préférence. Je ne sais pas ce qui se passe avec les atterrissages ratés, mais enfin bon, c'est un peu schématique. Et ce modèle-là, qui est finalement assez courant dans le monde industriel, de B2B, comme on dit en jargon, eh bien, il commence à se diffuser aussi largement vis-à-vis des particuliers. Tous les grands constructeurs automobiles aujourd'hui, il y a une phrase que je cite, j'avais repéré, c'est le patron de je ne sais plus quelle grosse boîte allemande, et je sais que les Allemands sont en première ligne dans ce sujet-là aujourd'hui, en première ligne de difficulté, et c'est d'ailleurs un problème pour nous aussi. Il disait la mobilité est un besoin humain fondamental, l'automobile non. Et donc voilà, je pense que ça c'est extrêmement important, ça va changer les villes. Et alors ça rejoint une vieille idée de gens qui réfléchissent à notamment dans la mouvance écologique, par exemple Dominique Bourg, qui parle d'économie des fonctionnalités. C'est-à-dire ce qui compte au fond, c'est la fonctionnalité, c'est l'usage. C'est plus l'économie des objets, c'est l'économie des fonctionnalités. Ce que vous achetez, c'est une fonctionnalité. Et acheter une fonctionnalité, c'est beaucoup mieux qu'acheter un objet. Parce que c'est beaucoup plus vertueux, parce que si vous achetez la fonctionnalité, vous avez intérêt à ce que l'objet dure. Alors que si vous achetez l'objet, vous avez ce fameux mot qui est passé dans le vocabulaire courant maintenant, de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire ça vous tombe en panne. Alors, il faut nuancer, parce que Microsoft pour les logiciels ou Apple pour les objets informatiques, même quand c'est du service, ils savent assez bien faire aussi de l'obsolescence programmée du service, pour vous obliger à racheter, etc. Donc il ne faut pas être trop naïf là-dessus, mais quand même, disons que globalement, ça va plutôt dans le bon sens. Alors, deuxièmement, et puis je m'arrêterai, rassure-toi
Marie-Christine, je m'arrête là. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Réfléchissons un peu à quels sont les secteurs d'avenir. Alors pour vous, c'est l'aéronautique. Bon. Oui. L'aéronautique est un secteur d'avenir, mais un secteur fragile. Regardez ce qui est en train d'arriver à Boeing. Hein. Et puis les Chinois, bon, ça ne va pas tarder. Bon. Mais quand on regarde les courbes de croissance de la consommation, c'est extrêmement clair. C'est quoi? C'est en premier la santé. Augmentation continue. Le bien-être de manière générale. Hein. Tout ce qui est bien-être. Bon, pas la peine de développer. L'alimentation plutôt comme branche du bien-être, voyez, et de la santé. C'est-à-dire l'alimentation bio et tout ça. C'est quand même plus simplement se nourrir, hein, comme nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents le faisaient. C'est aujourd'hui un élément ça, c'est totalement connexe à la santé. L'éducation. La demande va continuer à croître, hein, en France et dans le monde. Évidemment, le loisir, l'entertainment, le temps qu'on passe devant les écrans, pour le meilleur ou pour le pire. Alors, si on veut être positif, la culture. Qu'est-ce que c'est? Et puis, alors, et un certain nombre d'autres. Alors, cette première ligne, qu'est-ce que ces domaines ont en commun? Eh bien, elles s'adressent à l'individu. Et d'ailleurs, elles s'adressent à l'individu de manière différenciée. C'est-à-dire, c'est une économie qui ne sera plus une économie de masse, c'est une économie qui est. On parle de médecine personnalisée, on en est loin, hein, mais c'est quand même à l'horizon. C'est clair que c'est vers ça qu'on va. On parle de loisirs personnalisés, etc. Donc, c'est des choses qui s'adressent à l'individu. Moi, je dis souvent l'économie des 30 Glorieuses qu'on a connue, je l'appelle l'économie salon, garage, cuisine. Hein. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qu'on a? L'économie des 30 Glorieuses, elle a tourné sur le fait qu'on a rempli nos salons, nos garages et nos cuisines d'objets fascinants qui ont changé la vie des gens. Moulinex change la vie des femmes, vous vous souvenez de ça? Peut-être non, pas, vous êtes trop jeune. Voilà, mais à un moment donné, on sort de ça. Hein. Et aujourd'hui, on a une économie qui est, alors déjà, qui attire beaucoup plus le service, mais aussi du lien entre les services et les objets. Le domaine de la médecine, par exemple, est absolument fascinant, hein, de ce point de vue-là. Même chose pour l'alimentation, même chose pour l'éducation. Alors, ces domaines, ils ont comme caractéristique d'être aujourd'hui en économie, je dis mixte, parce que c'est des domaines où l'État est extrêmement présent, et va sans doute le rester, et devrait le rester d'ailleurs, l'État au sens large, hein, parce que c'est extrêmement, extrêmement socialisé, mais en même temps, on a, nous, comme c'est l'État, on les a mis dans la colonne des dépenses. Hein. Les frais de santé, c'est des dépenses. Non, c'est de la création de valeur. C'est des dépenses, bien sûr, mais comme le reste, beaucoup d'autres dépenses, c'est fondamentalement de la création de valeur parce que pour l'individu et pour la société. Parce que si vous améliorez la santé, d'ailleurs, pour les politiques de développement dans les pays émergents ou les pays pauvres l'ont bien compris. Ils ne le mettent pas en œuvre, malheureusement, faute de moyens, mais quand vous améliorez la santé, vous améliorez considérablement aussi la création de richesse, et puis vous créez de la richesse tout simplement pour vous. Et puis ce sont des industries qui sont, vous savez, du point de vue technologique, je pense que le grand truc qu'on va vivre dans les 20 ou 30 ans qui viennent, c'est la convergence entre les sciences de la vie et les sciences traditionnelles de l'ingénieur, la physique, la chimie d'un côté, la biologie de l'autre. C'est déjà en train de converger. Hein. Et c'est ça qui va faire demain, fait déjà les grands campus et les grands pôles d'innovation. Donc voilà. Donc tout ça, ça va dans le sens du développement. Ce n'est pas simplement des dépenses. Même chose pour l'éducation. Hein. Donc là, on a une espèce de conversion un peu copernicienne à faire pour arriver à comprendre que ça, c'est le bas. C'est pas des dépenses nécessaires pour fabriquer, je ne sais pas quoi, des jouets, des chaussures, des machins. C'est la base du développement économique de demain. Et le territoire a un rôle essentiel là-dedans parce que pour ces domaines qui sont extrêmement individualisés, vous avez besoin, le paradoxe, c'est que vous avez besoin de systèmes collectifs de plus en plus sophistiqués et à une certaine échelle territoriale. Je reprends l'exemple de la mobilité. Si vous voulez une mobilité individuelle qui soit vraiment finement
correspondent finement à vos besoins, eh bien, vous avez besoin aujourd'hui de systèmes collectifs. Et là, le numérique ouvre quand même des pistes extrêmement intéressantes qui vont bien au-delà de la livraison de la pizza dont je parlais tout à l'heure. C'est ça quand même, à mon avis, le challenge aujourd'hui, c'est pour les territoires d'organiser cette combinaison de cette économie que j'appelle humano-centrée et puis des systèmes collectifs qui sont essentiellement à base territoriale. Par exemple, les collectivités se saisissent aujourd'hui de la question de la santé. Je m'arrête parce que j'ai été trop long. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup de votre présentation. On va attaquer le second temps de la conférence. Il nous reste une grosse demi-heure. Je vais passer parmi vous avec le micro. On va prendre une première salve de questions pour Pierre Veltz. Je vous demande évidemment d'être concis dans vos interventions. Oui, bonsoir. Merci pour votre présentation. Ce que j'ai retenu de cette présentation, c'est d'abord de bien regarder les phénomènes précisément. Enfin, vous avez insisté sur le fait que sur les inégalités qui existent à l'intérieur même des métropoles, et Toulouse, je crois, est un assez bon exemple en la matière. Vous avez également dit que le développement des métropoles n'était pas forcément lié à une désertification, enfin le terme est un peu fort, des régions autour, mais qu'il y avait en fait, disons, aussi depuis les années 90, une nouvelle répartition, en fait, disons, à la fois économique et démographique, donc avec une certaine déperdition, je dirais, relative en tout cas de la région parisienne au profit des métropoles on va dire du sud et de l'ouest, hein, pour faire simple. Mais néanmoins, il y a néanmoins des disparités, et notamment des disparités entre les métropoles et puis les régions qui les environnent, qui sont liées en fait à, on pourrait dire, une certaine tendance, alors je ne sais pas si elle est naturelle ou quoi, du capitalisme peut-être, enfin de concentrer en fait à la fois l'économie a tendance à se concentrer et ce qui induit aussi une concentration démographique. Donc avec un certain nombre néanmoins d'inconvénients, enfin donc avec des métropoles qui ont tendance à être saturées à la fois sur un plan de démographique, d'urbanisation, densification, et puis à l'inverse, disons avec des problèmes de mobilité, de circulation. Alors comment vous voyez en fait, disons, et puis donc à l'inverse des régions qui sont quand même un petit peu désertes, parce qu'il y a non seulement l'économie, mais il y a aussi les services. Disons, on voit bien aussi une tendance au niveau notamment des services publics de se concentrer sur les métropoles et de laisser tomber d'autres zones. Donc comment vous voyez, disons, vous en avez un petit peu parlé déjà, mais comment vous voyez un petit peu l'évolution des choses pour les années qui viennent, peut-être pour tendre néanmoins à une répartition un petit peu plus équilibrée à la fois des richesses et des services à la population. On va peut-être grouper quelques questions, non, parce que mais peut-être j'ai été trop long, donc essayez peut-être d'être bref. Je vais être bref. Michel Grossetti, CNRS. Bravo pour cet effort de synthèse qui opère une montée en généralité très, très intéressante et donc du coup nous donne une vision d'ensemble. Évidemment, quand on s'efforce à ce type de synthèse, on simplifie, on dit des choses un peu générales et donc beaucoup de choses discutables. Donc on pourrait passer probablement 2 ou 3 heures à reprendre point par point tous les éléments que vous avez exposés. Mais je voudrais n'en prendre qu'un parce qu'on a peu de temps. Au fond, ce mot de métropole, cette notion de métropole, est-ce qu'elle ne nous trompe pas? Puisque vous nous avez expliqué au début que la rivière des Perles, c'est une vraie métropole. Toulouse, évidemment pas.
dans ce passage de votre exposé. Ensuite, vous nous avez expliqué que c'est la France qui est une métropole, donc Toulouse n'est toujours pas une métropole. Donc, au fond, on pourrait supprimer cette instance de Toulouse métropole qui ne sert à rien, puisque la métropole Toulouse n'existe pas. Et je suis assez d'accord avec ça, mais je pense que les métropoles n'existent pas et qu'il vaut mieux raisonner sur les territoires et les phénomènes urbains en oubliant ce concept qui ne veut rien dire. Donc la question que je vous pose, c'est peut-on abandonner le concept de métropole ? Je vais répondre aux deux questions là. S'il vous plaît. On prend une troisième ? Oui, elle va être très, très brève, monsieur. Vous avez parlé D'abord, merci pour votre exposé. De toute façon, il donne un éclairage aux problématiques que l'on vit, et je pense qu'ils ne sont pas en capacité d'apporter des réponses, mais plus de concentrer nos propres interrogations sur nos propres comportements. Ouais, je vous remercie pour ça. Sur le schéma que vous avez présenté là, concernant le schéma partagé entre métropole et territoire, vous avez évoqué 3 complémentarités que vous avez mobilisées, me semble-t-il. Elles sont essentielles, hein, je les rappelle, économique, écologique, résidentielle. Quid du culturel ? Je ne vous ai pas entendu là-dessus, et je pense que c'est un vrai sujet, me semble-t-il, de nature sociétale, qui font que peut-être on arrivera, à travers ce développement, à penser qu'on peut encore continuer à vivre ensemble. Après, je vais peut-être répondre. Ouais, je vais peut-être répondre là parce que, mais au moins une femme, si vous ouais. voulez bien. Merci. D'accord. Je fais brève. Oui, vous avez au début dit qu'éventuellement la remise en cause de la globalisation qui est donc actuellement quand même sur la place publique, parmi les économistes, pas vous-même, mais parmi pas mal de monde, s'il y a une corrélation donc avec la remise en question aussi de la métropolisation. Vous n'avez pas trop insisté là-dessus, parce que les résistances sont grandes. Je pense qu'il ne faudrait pas négliger qu'aujourd'hui, comme vous avez dit, le métropole, le mot en lui-même a quand même pas bonne presse parmi ceux qui ne sont pas les privilégiés. Et puis une petite critique, bien que je trouvais bien votre exposé. Vous nous avez montré les clusters des États-Unis, vous nous avez montré la Chine, la France, mais il manque l'Europe. Là, je réponds quand même, parce que sinon je vais oublier les questions, et puis vous allez être... moi, je commence par la question la remarque plutôt de Michel Grossetti. Ce sera un exercice intéressant de dire on parle de tout ça, on n'utilise pas le mot métropole. Hein. Je pense qu'au fond, c'est un peu mon idée. C'est-à-dire, j'utilise ce mot, mais vous voyez, de manière très plastique, hein, très fluide. Je parle de la métropole France, je parle de... Bon, c'est pas très grave. Ça devient grave quand les gens mettent des choses trop précises derrière et qu'en plus, on crée des institutions. C'est ça qui, à mon avis, crée le problème. C'est-à-dire, on a eu ces lois. On a maintenant les métropoles. Vous avez remarqué, je n'ai pas du tout parlé ni de la loi NOTRe, ni de la loi MAPTAM. On aurait pu faire toute la séance là-dessus. Volontairement, je n'ai pas voulu parler de l'aspect institutionnel, parce que là, ça piège un peu. Parce que dès qu'on délimite, on oppose. Hein. Alors moi, je reviens sur... Je pense qu'il faut avoir une vision ouverte et fluide. Je n'ai pas trouvé... À la limite, on a un grand territoire français. Je reviendrai sur l'Europe après, hein. On a un grand territoire français qui, je pense, aujourd'hui, est d'une certaine façon plus homogène qu'il n'a jamais été. Ça peut paraître paradoxal de le dire au moment où on parle au contraire des oppositions. Mais au fond, il y a toujours eu des oppositions fortes, mais peut-être elles étaient moins entrées dans le champ politique. Ce qui a créé la difficulté, à mon avis, c'est qu'en créant les métropoles institutionnelles, en ayant quand même cette croissance très forte d'un certain nombre de grandes villes qui étaient quand même des bourgades un peu provinciales, il faut dire les choses comme elles sont, et qui maintenant deviennent vraiment des grandes villes. Il y a quand même eu des changements aussi profonds un peu dans la société. Je pense que ça piège le débat. Donc je ne sais pas, je retiens l'idée, je vais peut-être essayer de faire un exercice où je raconterai la même chose mais sans utiliser le mot de métropole. Ça pourrait être intéressant. Parce que c'est vrai que... et puis il y a une grande diversité.
Ce territoire, il est à la fois homogène, mais en même temps, une grande diversité. Je l'ai dit pour les villes moyennes, il y en a qui vont très bien, il y en a qui vont très mal. Il y a des centres, les centres de villes moyennes souvent vont mal. Mais pourquoi? Parce qu'on a mis du commerce, on a laissé se développer le commerce périphérique de manière totalement incontrôlée. Donc il ne faut pas s'étonner que les centres... Mais parfois, vous avez des petites villes qui vont très bien avec des centres-villes qui sont pourris. Donc c'est très compliqué, c'est très divers. Et à mon avis, si on réfléchissait plus interrelations, transactions, interterritorialité et un peu moins chacun dans son case et dans son couloir, ça irait mieux. Je vais vous faire une confidence, j'avais été contacté pour travailler sur le plan ville moyenne, le cœur de ville, par à l'époque le cabinet de M. Mézard qui a lancé ça. J'ai dit non. J'ai dit ça ne m'intéresse pas parce que ce feuilleté-là, les métropoles, les villes moyennes, les petites villes, les petites villes, c'est pas la France. La réalité, c'est les relations entre ces machins-là. Bon. L'Europe, vous avez absolument raison. Il faut qu'on pense à l'échelle européenne. On a des métropoles frontalières qui sont des exemples extrêmement intéressants. Genève, par exemple. Genève, pour moi, est quand même des grandes villes françaises. La frontière nord, tout ça, mais c'est au-delà de ça. Il faut qu'on ait une vision. Or, le problème, c'est que l'Europe, aujourd'hui, elle est encore faite de plaques nationales, malgré tout, qui ont des fonctionnements territoriaux très, très différents. Je n'ai pas le temps d'exposer, mais vous avez, par exemple, l'Espagne, j'ai dit tout à l'heure, un fonctionnement extrêmement hyper métropolisé, on va dire, sur les côtes, et puis sur Madrid, Barcelone. Le reste, c'est des déserts, quasiment absolus, des vrais déserts, pas comme les soi-disant déserts qu'on a en France. L'Allemagne, c'est tout à fait autre chose. L'Allemagne, c'est un pays d'abord beaucoup plus dense en moyenne. Ils n'ont pas les débats qu'on a, nous, sur les métros. Ils trouveraient ça, ils ne comprennent pas quand on leur parle de ça. Parce qu'ils savent qu'ils sont un pays relativement homogène, sauf l'Est. Il y a toujours l'Est qui reste très à part. Entre autres parce que les femmes ont massivement quitté l'Est, les femmes qualifiées. C'est un truc dont on ne parle pas souvent, mais les femmes qualifiées ont quitté l'Est et sont restés les hommes non qualifiés. Donc ça ne va pas. C'est notre dynamique. Pour le reste, c'est un réseau de métropoles. Il n'y en a aucune écrase les autres. Berlin, c'est une petite ville, quoi, à l'échelle. C'est pas la ville la plus importante d'Allemagne, d'ailleurs. Et c'est des métropoles un peu complémentaires. Vous avez la presse à Hambourg, évidemment la logistique, etc. Il y a une forme de complémentarité. Et les Allemands, je parle des cadres allemands, moi j'ai un peu travaillé avec des industries allemandes à un moment donné, ils en ont ras-le-bol de passer leur vie dans des aéroports ou dans des gares, à circuler d'un endroit à l'autre. Et ils disent, quelle chance vous avez d'avoir le hub parisien. Vous pouvez au moins faire une réunion facilement en allant tous à Paris entre les différents. Bon, je ferme la parenthèse. Chacun, et ça reste des structures très, 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 très différentes. Mais les évolutions que je viens d'évoquer, que je voulais évoquer, elles sont communes à l'ensemble des pays. Et on n'échange vraiment pas assez, je trouve, sur ces sujets-là. Vous avez évoqué la question de est-ce qu'on rentre dans une phase de déglobalisation ? Un sujet compliqué. Ce qui est sûr, c'est que le commerce extérieur, le commerce d'objets, et même de services d'ailleurs, à longue distance, croît maintenant moins vite que le PIB, alors qu'il croissait plus vite. Si je suis clair, les échanges croissaient davantage. Les échanges de biens et de services, au point que l'essentiel du commerce international est un commerce de composants qui rentrent dans des chaînes de valeur internationales. On voit que, alors, pour différentes raisons, d'abord parce que les industriels commencent à trouver que ces chaînes de valeur très très étendues, où vous avez 36 étapes pour fabriquer un objet qui circule à travers le monde entier, ce n'est pas tellement une question de coût, c'est une question de complexité et de sécurité. On a des problèmes de qualité, les ports sont des endroits dangereux, etc. Et puis, donc, il y a de la part des industriels même une volonté
d'avoir des chaînes de valeur plus courtes, resserrées, plutôt à l'échelle nationale ou européenne, enfin des grandes régions du monde. C'est très frappant en Asie, hein. C'est très frappant. Donc on a une régionalisation de ces chaînes d'activité. Et puis, alors c'est évidemment redoublé par les politiques protectionnistes ou néo-protectionnistes à la Trump, le fait que les règles du jeu, loin d'être égales sur l'ensemble du monde, sont de plus en plus diversifiées, etc. Donc le scénario auquel pensent beaucoup de gens, c'est le suivant, c'est de dire on va avoir des systèmes productifs plus resserrés pour ce qui est du bien final, hein, que ce soit un produit d'ailleurs ou un service. Et en particulier avec de la fabrication peut-être plus proche du client. Alors, on vous parle souvent des imprimantes 3D. On ne va pas tout refaire avec des imprimantes 3D. Hein, on va pas faire des... Ça, c'est un peu l'image. Mais quand même, il y a une vraie tendance, je pense aujourd'hui, qu'on sent monter, de faire des systèmes productifs plus resserrés, à l'échelle nationale, voire régionale. On va produire plus proche du client, dans des usines éventuellement très, très, très automatisées. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de globalisation, parce que ça va être quand même des grands groupes qui vont gérer ça, et l'intégration, elle va se faire au niveau mondial plutôt par les données. Mais voilà. Et puis si on va vers le service, vous voyez, le service, il a besoin d'être encore plus customisé, enfin adapté au consommateur d'une certaine façon que le bien physique. Donc il y a des scénarios maintenant qui disent, finalement, au lieu d'avoir cette espèce de circulation démente des composants à travers le monde entier, là, surtout sur les grandes lignes maritimes de conteneurs et les grandes lignes aériennes, eh bien, on va avoir des systèmes interconnectés, mais plus proches du terrain. Bon, il y a des exemples, on prend toujours les mêmes. Adidas qui a refait des usines automatisées. Enfin, ça commence... Bon, c'est des exemples un peu journalistiques, mais je pense que quand même... Alors, dans des grands secteurs d'assemblage qui mobilisent des quantités énormes de fournisseurs comme l'aéronautique, je pense que c'est probablement différent, mais c'est un secteur que je ne connais pas suffisamment. Mais dans des secteurs qui sont proches du consommateur final, je pense qu'on peut assister à ça. Ça peut rebattre les cartes aussi entre les métropoles et les territoires périphériques. On peut avoir des chaînes d'activité qui sont plus proches, avec y compris quelque chose qu'on voit monter un peu partout, assez peu en France, qui est le retour du manufacturing en ville. Aux États-Unis, il y a des politiques en faveur du manufacturing en ville qui sont très volontaristes. Et en regardant un peu ça, j'étais surpris de voir que l'objectif n'était pas économique, il était en fait politique et social. L'objectif de ces programmes, c'est d'éviter l'évolution naturelle en sablier des compétences des grandes villes. Ça, je n'ai pas évoqué, mais quand même un des grands sujets, c'est qu'on voit les grandes villes dans le monde aujourd'hui réunir les plus riches et parfois les plus pauvres, et une partie de ces plus pauvres sans la domesticité des plus riches, hein, tout simplement. Donc, on va un peu vers ça, et globalement, comme vous savez sans doute, dans nos économies, les emplois qui souffrent sont les emplois de qualification moyenne, pas ceux qui sont très qualifiés, ni ceux qui sont soi-disant peu qualifiés, en tout cas mal payés, genre les services à la personne. Ça m'énerve toujours de dire que c'est des emplois peu qualifiés. Donc là aussi, il faudrait trouver un autre mot. Hein. Mal payés, hein. Disons les deux extrêmes des salaires, mais c'est des emplois un peu classe moyenne qui ont tendance à ouvriers qualifiés dans l'industrie, secrétariat, etc. Ces emplois-là qui disparaissent. Donc il faut ramener ces emplois en ville. Ça, c'est extrêmement important. Si on prend le Grand Paris et même la ville de Paris, ce serait extrêmement important d'avoir une politique pour ramener des artisans, des petites manufactures, etc. Et aujourd'hui, on peut le faire parce que c'est plus polluant, etc. Je pense que c'est des évolutions aussi qu'on peut connaître. Monsieur m'avait demandé... il me semblait avoir un peu essayé de répondre à la question sur qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de lien entre les territoires métropolitains et les autres. Moi, c'est un peu les trois domaines que j'ai cités, quoi. Effectivement, vous avez raison, j'aurais pu ajouter la culture. Mais la culture, c'est ce qu'on partage, enfin, ce qu'on est censé partager.
Parce que quelque part, je pense qu'il y a quand même une division, je voudrais insister peut-être là-dessus, je n'ai pas trop évoqué, il y a quand même une division, j'ai parlé des questions de formation, hein, je vous ai montré le graphique pour les États-Unis en disant qu'en France, on n'en était pas là, qu'il n'y avait pas... c'est frappant de voir que même dans des régions pauvres, dites considérées comme pauvres, des endroits un peu en déshérence, le nombre de gens qui ont fait un minimum d'études supérieures est en croissance. Mais... Je pense qu'une des raisons du désarroi social dans lequel on est aujourd'hui, il est lié à ça. D'une part, parce que l'enseignement supérieur, quand même pas la généralisation, mais l'extension massive de l'enseignement supérieur n'a pas tenu ses promesses pour beaucoup de gens. Les emplois n'ont pas évolué aussi vite. Et donc, il y a beaucoup de frustration chez les gens qui ont fait des masters et des machins et qui n'arrivent pas à trouver le boulot, en tout cas le boulot qu'ils considèrent comme étant à leur niveau. Deuxièmement, je pense que cette scolarisation qui a essentiellement, plutôt l'université, quoi, le passage massif à l'université, est un des facteurs essentiels de la métropolisation en France, parce que les jeunes qui ont quitté leur petite ville ou leur ville moyenne, je sais pas, vous grandissez à Autun, hein, vous allez faire des études à Dijon, puis après vous allez faire un master à Paris, ben vous n'avez pas envie de retourner à Autun. C'est aussi simple que ça, quoi, je veux dire. Et ça, ça a créé la métropolisation. Pour autant, les gens n'ont pas forcément trouvé le boulot dont ils rêvaient, ni dans les métropoles, et encore moins ailleurs. Et puis, moi, je sens, alors je ne sais pas comment l'exprimer, je sens une espèce quand même de division croissante entre... d'ailleurs, c'est ce que montrent les résultats électoraux. Hein. Ce n'est pas vraiment le territoire qui joue, c'est le niveau d'éducation. Je pense qu'il y a une différence. Il ne faut pas oublier le nombre de cadres, par exemple. En France, il a été multiplié par 3 en un temps assez court. Les cadres, c'était une petite couche de la population, les cadres supérieurs en particulier. Aujourd'hui, c'est une espèce de classe sociale. Et c'est une classe sociale qui a ses propres débouchés politiques, qui a sa façon de voir le monde, autour de l'écologie, par exemple, hein, et qui a, à mon avis, divergé un peu des gens qui n'ont pas fait d'études. Moi, je sens ça beaucoup derrière le mouvement des Gilets jaunes, avec peut-être une forme un peu d'arrogance et d'autosatisfaction dans ce monde dont je fais partie, dont je pense la plupart d'entre vous font partie. On est du côté du bien, on est du côté du juste, on sait ce qu'il faut faire, il faut manger bio, il faut... voilà. Et puis vous, voilà, qui brûlez des pneus là, sur les ronds-points, ne savez même pas ce que c'est, les magasins bio, et d'ailleurs vous en foutez. Et là, je pense qu'il y a un sujet. Je pense qu'il y a je l'exprime peut-être maladroitement, mais je pense qu'il y a un sujet que... il y a une espèce de divergence quand même culturelle là, qui s'est faite. La preuve en est, c'est que ça devient extrêmement difficile de discuter d'un certain nombre de sujets. Hein. Je compare souvent la situation qu'on a connue après la guerre, où il y avait des luttes sociales extrêmement fortes en France, hein, qu'on n'a plus. Mais ces luttes sociales, elles s'organisaient autour d'une histoire commune, autour d'un récit commun. C'était le récit de la modernisation économique, aussi de la modernisation de l'agriculture, entre autres. Hein. Et il y avait ceux qui étaient, on va dire, du côté des patrons, du capital, etc., qui trouvaient que c'était formidable, puis ceux qui luttaient pour avoir leur part du gâteau un peu plus. Mais le récit était commun. Aujourd'hui, ce qui tend à remplacer ça, à mon avis, hein, ça va être un peu le récit autour de l'écologie, mais il n'est pas partagé. C'est pas un récit, il n'y a plus de récit commun. Quand vous discutez, moi j'ai discuté avec des gens sur la limitation à 80 km/h sur les routes. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de récit commun, quoi. C'est-à-dire, quelque part, on a l'impression, avec des gens que j'estime, que j'admire, que je respecte évidemment complètement, mais en même temps, quelque part, on a un peu divergé dans notre façon de voir le monde. Et il y a une espèce un peu, moi je ressens de plus en plus, je comprends l'exaspération d'une partie de la population devant tous ces gens diplômés qui maintenant pensent que non seulement ils sont du bon côté de la barrière du point de vue financier, économique, mais en plus du point de vue moral, c'est eux qui ont
qui tiennent la vérité. Dans mes réponses. Oui, je voudrais vous faire une remarque sur quelque chose que vous avez cité dans votre réponse. C'est que je suis statisticien à l'université et l'aire urbaine qui a le plus augmenté dans les 10 dernières années, c'est celle d'Annemasse, en France. Et Annemasse, c'est bien sûr la banlieue de Genève. Et Annemasse, Genève, est l'endroit où il y a la plus forte augmentation de population de toutes les urbaines françaises. Oui. Il se trouve que Genève, c'est peut-être la France, mais c'est aussi un endroit où se trouvent énormément d'institutions. Et par hasard, c'est là où se trouve le CERN, et le CERN a une entrée qui se trouve sur la France. Ouais, et beaucoup de gens qui travaillent au Conseil européen de la recherche nucléaire habitent dans la France, mais soit dans l'Ain, soit dans la Haute-Savoie. C'est-à-dire que c'est fortement réparti et ça englobe Genève. Genève est au milieu de l'endroit qui est celui où il y a la plus forte augmentation de population du territoire français et un endroit où les gens qui viennent travailler sont souvent avec très fort niveau de qualification. Donc quand j'ai essayé de regarder les données de l'INSEE, je me suis rendu compte que toutes les zones qui étaient comme ça, il était très difficile de voir l'augmentation de population parce que les statistiques de la Suisse et les statistiques de l'INSEE ne sont pas... Pareil pour Saint-Louis, Fribourg, Bâle, qui est une zone extrêmement active, avec fortement d'activité, et qui n'est pas représentative de ce qu'est le reste de la France. Mais ce que je veux dire, ces périphéries-là, elles sont importantes. Alors le CERN, moi, j'accorde une grande importance, parce que quand les gens parlent du web, le web, ça a été inventé au CERN. C'est des gens qui sont dans cet endroit-là, qui ont contribué à faire l'outil dont se sert tout le monde pour naviguer sur Internet. Donc, quelque part, il y a de la modernité qui se passe et qui se passe dans des zones qui sont frontières et qui sont, en raison de la façon des études nationales, très difficiles à percevoir. Et donc, je dirais qu'en tant que statisticien, ça me pose le problème d'avoir des grandes agglomérations, y compris celle de l'île-Courtrai, qui est à plus de 3 millions d'habitants et qui est à cheval sur la Belgique et la France, et qui sont minorées par une vision trop nationale. C'est-à-dire, l'île-Courtrai, pour moi, c'est bien plus important que Toulouse et que Bordeaux, parce que c'est un bassin de population dans lequel il y a de la circulation et dans lequel il y a un truc. Il y a une autre remarque que je voulais faire qui est totalement différente, c'est quand on compare Marseille et Paris, vous avez Paris qui est riche et la Seine-Saint-Denis qui est pauvre, avec un très fort contraste. Quand vous regardez Marseille, qui est la deuxième ville de France, vous avez tout qui est dans la même commune. C'est-à-dire les quartiers sud sont très riches et ressemblent à Neuilly par certains côtés, et les quartiers nord sont vraiment la zone. Ça pose une question essentielle, c'est que c'est dans la même commune et dans le même département, alors qu'à Paris, c'est pas la même commune et c'est pas le même département. Donc les répartitions qui se font par les institutions ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de différence. D'avoir un département pauvre, c'est pas la même chose que d'avoir une ville pauvre isolée dans un département riche. Je constate simplement qu'on a autant de mal à gérer dans la commune de Marseille les quartiers nord que la Seine-Saint-Denis en Île-de-France. Oui, j'avais juste... je suis ici. J'avais juste deux remarques, en fait, deux interrogations par rapport à plutôt par rapport à la première partie, où vous avez montré le graphique qui résume en gros cette ligne qui fait une corrélation entre l'urbanisation et le niveau de revenu. Mais du coup, la question que je me posais, c'est de quelle richesse on parle, puisque c'est des populations aussi qui quittent un mode de vie. Et est-ce que du coup cette réflexion elle n'est pas basée sur un indicateur lié au système capitaliste, et est-ce qu'on pourrait avoir cette lecture via un autre indicateur? Et ma deuxième question, c'était par rapport interrogation, c'était par rapport vous avez parlé des pollutions de l'industrie, mais vous n'avez pas cité le nucléaire. Et je pense que de ce point de vue, la France notamment, on aurait une vision beaucoup moins propre si on prenait en compte... je suis lorrain aussi, donc l'exembre de Bure
vous le connaissez très bien, je pense. Je pense que c'est aussi un marqueur d'inégalité territoriale. Et il se trouve qu'il y a quelques années, ici, il y avait une conférence d'un architecte qui a fait les archives d'EDF à Bure et qui a passé 10 minutes à parler du contexte socio-économique, du contexte paysager de son projet, sans aborder une seule fois, expliquer aux Toulousains en fait, que Bure, en fait, il faisait ce projet à cet endroit puisque c'était un site d'enfouissement. Donc je pense qu'il y a aussi cette pollution invisible dont on ne parle pas. Et je vous rejoins complètement avec ces deux questions sur la conclusion où vous dites que la santé, l'humain, le bien-être est au cœur dans l'avenir et au cœur des enjeux futurs. Mais je pense que, à travers ces deux questions, je voulais aussi vous interroger là-dessus, parce que je pense que c'est deux choses qui manquent et qui parlent aussi peut-être d'une motivation des personnes qui cherchent à s'écarter des métropoles, un retour à la terre, retour au territoire. Je pense avoir pris mes précautions quand j'ai parlé des PIB, en disant que c'était une mesure très incomplète, très discutable de la richesse et de la vraie création de valeur, parce que ça évidemment, ça distord beaucoup de choses. Mais vous avez vu qu'on a quand même du mal à en sortir. Il y a eu une commission avec des grands esprits, Stiglitz, Sen et tout ça. Finalement, ça a accouché de rien. Il y a quelque chose d'un peu tautologique dans la courbe que je vous ai montrée, parce que, évidemment, quand il y a urbanisation, ça s'accompagne du fait que les modes de vie, les modes de consommation des gens rentrent dans la sphère marchande, alors qu'ils ne l'étaient pas avant. Quand vous étiez, j'ai pris l'exemple de l'énergie. Voilà. Pas forcément mieux d'ailleurs, c'est pas forcément mieux de déforester pour faire du charbon de bois que d'avoir de l'énergie venant dans les réseaux au niveau urbain. Mais fondamentalement, l'urbanisation s'accompagne d'une entrée dans la sphère marchande, des consommations des gens, monétaires, plein de choses qui... Voilà. Et donc c'est un peu tautologique de dire que ça accroît le PIB, d'une certaine façon. Mais d'un autre côté... je pense qu'il faut quand même regarder cette thèse avec sérieux. Alors souvent elle est prise de manière un peu mécanique, par le grand aspirateur du rapport de la Banque mondiale de 2009, c'est Krugman, avec ses disciples français comme Philippe Martin par exemple, qui est maintenant président du Conseil d'analyse économique. Je pense que moi, je ne suis pas en désaccord fondamental avec ça, mais je pense qu'il faut faire très attention, après, quand même, aux limites de la réflexion, et puis à l'hypothèse implicite, qui est que la richesse qui va être créée dans les métropoles, et incontestablement, il y a de la richesse créée dans les métropoles. Si on prend Shenzhen, c'est quand même fabuleux, quoi, quelque part. Alors, on peut considérer qu'on produit n'importe quoi, mais non, c'est quand même des objets qui vont améliorer aussi notre vie quotidienne. Bon. Mais il y a l'hypothèse implicite, c'est que ça va rayonner sur le reste du pays. Et ça, c'est pas du tout évident. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des développements. Alors, ce n'est pas le cas en France, parce qu'en France, on a un système de solidarité nationale qui est extrêmement puissant, quand même. Extrêmement puissant, qu'on sous-estime complètement. Parce qu'on ne le voit pas, ça passe dans des comptes. Davy parle de la circulation invisible des richesses. Mais dans des pays où il n'y a pas ça, il n'y a aucune raison que le développement de la métropole profite aux arrière-pays de proximité immédiat. Il y a un des grands processus de la période actuelle, c'est un certain découplage entre le bon modèle centre-périphérie, les centres, qui est ancien, très ancien. Les centres se nourrissent de la périphérie et nourrissent en retour la périphérie. Enfin, Paris s'est fait comme ça, avec les maçons de la Creuse, les nourrices Morvandel, etc., etc. Mais inversement, Paris a redistribué sur le reste de la France. Ça existe encore dans des États-nations structurés comme la France. Ça n'a pas de raison d'exister dans des États qui ne sont pas structurés, il n'y a pas de redistribution. Parce qu'en fait, la périphérie, il y a découplage, et la périphérie, il y a un marché mondial de la périphérie.
voyez, à Dubaï, on fait venir les travailleurs des Philippines, je ne sais pas où, du Pakistan, dans des conditions invraisemblables. Il y a un marché mondial aujourd'hui des nounous, par exemple, hein, des domestiques, des bonnes. Certains appellent ça la mondialisation par le bas. Non, ça fait partie de la mondialisation. C'est intrinsèque à la mondialisation. Il y a des processus de mondialisation qui ne passent pas par les grandes firmes. Ça en fait partie. Mais il y a Singapour et par exemple, les cités-États, je ne sais pas si vous avez été à Singapour, c'est quand même fascinant. C'est le modèle, hein, Singapour. Le modèle de la Chine, c'est plein de gens qui sont fascinés par Singapour. Deng Xiaoping était un disciple de Lee Kuan Yew. Et l'idée, c'est 30, 40, 50 Singapour sur la Chine. C'est un peu de ce qui est en train de se passer, hein. Mais de même que dans les villes chinoises, on fait venir les gens des campagnes profondes sans aucun droit. À Singapour, vous avez par exemple une petite ville indienne, je ne sais pas si vous avez été, des quartiers, où les travailleurs ils sont plutôt correctement traités, on va dire, aujourd'hui, hein, mais ils sont en CDD. Vous voyez ? Les riches ont toujours besoin des pauvres, mais ils préfèrent les pauvres en CDD, si je veux résumer. Hein, au niveau mondial. Nous, on a des pauvres en CDI. On est liés à eux par nos systèmes étatiques. Il y a des gens qui, aujourd'hui, l'idée, c'est plutôt d'avoir les pauvres en CDD. Vous êtes là, mais quand on n'a plus besoin de vous, vous repartez. Écoutez, je vous propose qu'on arrête là en remerciant Pierre Weltz. Simplement, vous savez que voilà, à 20h, la médiathèque ferme, donc il faut qu'on respecte la règle du jeu, dire qu'on continuera sur ce débat et que probablement on invitera d'autres chercheurs. Et je vous invite à assister à une prochaine conférence qui n'est pas fixée, mais où on fera venir Olivier Bouba-Olga et Michel Grossetti qui est là, avec comme pari une intervention liminaire sans prononcer une fois le terme métropole. S'il tient les paris, eh bien, on le remerciera. En tout cas, merci à Pierre et eh bien, à la prochaine conférence du CODEV. Merci à vous.